Ok. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Forum du Parti de la France. Et ce soir, été ou canicule. Et oui, parce qu'on a eu une semaine assez tranquille finalement. J'ai pas trouvé que c'était insoutenable, contrairement aux dernières semaines que nous avions eues. Et là, ça reprend. Voilà, on a redépassé la barre symbolique des 30 degrés. En tout cas pour ma ville qu'est Dijon. Nous avons ce soir un Vendéen, nous avons ce soir un Normand, nous avons tout d'abord Alban Darguin que j'avais déjà reçu sur la chaîne du Parti de la France pour parler de ses 3 livres, si je ne dis pas de bêtises, sur l'écologie ou plutôt sur l'escrologie. Bonsoir Alban, comment allez-vous? Bonsoir Alexandre et bonsoir Victor. Eh bien, ça va très très bien. Il fait chaud, mais il fait très beau. Il y a une petite fraîcheur du soir qui sort de la pelouse là où je suis et de la fraîcheur du bois et ça va très bien. Ah, bah, formidable si vous sortez du bois. J'espère que Victor, vous allez aussi bien. Victor, vous êtes l'adjoint du délégué général du Parti de la France et membre du bureau politique du Parti de la France. Et vous êtes normand, comme je le disais tout à l'heure. Bonsoir Victor. Est-ce que ça va en Normandie, on a un peu plus de chance parce que je sais qu'il fait froid en Normandie. Oh. Bonsoir Alexandre, bonsoir Alban, bonsoir à nos auditeurs. Non, écoute, je ne souffre pas particulièrement de la chaleur en Normandie. Alors, ce sont des températures estivales autour de 30 degrés dans le meilleur des cas, mais qui n'ont rien d'inhabituel et qui sont, ma foi, plutôt agréables. Écoutez, tant mieux alors, tant mieux. On va commencer directement par la polémique. Alors pourquoi on fait l'émission sur été ou canicule? Eh bien, parce que évidemment, comme chaque été, j'ai envie de dire, on a toujours des reportages, des émissions, des articles comme quoi c'est la fin du monde, comme quoi on va tous mourir à cause de la pollution engendrée par l'homme parce qu'on est des méchants et en plus on est blancs et européens. Quelle horreur, quasiment le nazisme. Continuons. Il a fait très chaud au mois de juin, surtout en fin juin. Il y a eu donc, comme je le disais, les médias, les politiques qui s'emparent de ça, les membres de la secte de la climatologie, on peut le dire. On peut le dire. Ils ont expliqué que c'était la fin, que c'était le signe. Comment dire, le réchauffement climatique est dû évidemment aux Occidentaux, surtout principalement, c'est surtout ce qu'on entend. C'est aux Européens, c'est aux Français de faire des efforts, bien entendu. Alban Darguin, vous, ça fait quand même longtemps que vous entendez ce genre de discours. Alors, c'est une question? Vous êtes assez à force. Est-ce qu'il faut toujours combattre avec la même fermeté ou est-ce qu'il faut laisser ces métiers absolument? Alors, il fait très chaud là où je suis en Vendée et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et puis, ça me rappelle quelques souvenirs d'été très chaud. Il y en a régulièrement. J'ai en tête le souvenir d'une année folle qui était 1976. J'étais tout gamin à l'époque. Et l'armée avait été réquisitionnée pour aller charger de la paille dans les pays qui avaient encore un peu de paille pour la transporter dans la Beauce, dans la Brie, enfin de la Beauce et de la Brie vers les zones d'élevage où les vaches n'avaient plus rien à manger. Voilà. À l'époque, personne ne parlait de réchauffement climatique. Et pourtant, de mon point de vue, et au risque de vous scandaliser, il y en avait bien un. Il y en avait un parce que, en fait, nous sommes rentrés, notamment si j'en crois mon maître Emmanuel Leroy-Ladurie, grand historien du climat mondial, nous sommes entrés dans une ère de réchauffement climatique en ce moment, mais nous y sommes rentrés, il faudra le dire à Marine Tondelier et à tous les autres, à Cécile Duflot qui a disparu dans les nuages et Nicolas Hulot aussi, il faudra leur dire que ce réchauffement climatique a commencé dans les années 1860. On le sait notamment par la rétractation des glaciers, l'inversion des glaciers qui jusque-là s'épandaient dans la vallée et qui, à partir de 1860, remonte doucement par la rétractation liée à la chaleur. Voilà. Donc, je ne vais pas vous faire un exposé sur la climatologie. Je vous dis simplement, tous les gens qui manipulent l'opinion à travers une idée de réchauffement climatique absolument inouïe et qu'on n'aurait jamais vue, et qui est due en plus, là, ça sera le bouc émissaire au CO2, on pourra en parler après, eh bien, je vous dis, ces gens-là sont bons
pour comment dire, pour l'autorité universelle médiato-politique et idiote. Mais oui, effectivement. Et j'aurais aimé aussi avoir l'avis de Victor, parce que Victor, vous êtes... alors, je n'ai pas donné votre âge, mais vous êtes un peu plus jeune, hein, je crois que vous avez 25, je me trompe, 24, 25? J'ai 25 ans, pour être exact, Alexandre. Parfait. Et puis, tu souhaitais avoir mon opinion sur, de mon point de vue, l'état des lieux concernant les températures et l'été. Je pensais que vous alliez développer. Oui, en fait, Oh, en tant que personne jeune, vous avez grandi dans cette propagande, j'ai envie de dire. Et à quel point ça a plu? Est-ce que vous constatez déjà que la propagande est efficace sur notre génération? Alors, c'est une excellente question que tu viens de poser, Alexandre, car oui, je pense que malheureusement, c'est un sujet majeur pour les gens nés dans la génération Z, dans les années 2000, que l'écologie, étant donné que ça a été présenté comme un phénomène inéluctable autour du réchauffement climatique, et donc comme un impératif pour sauvegarder la planète, pour sauvegarder l'environnement dans lequel on vit. Donc, c'est un sujet d'angoisse, c'est un sujet de préoccupation, et je pense que ça a été pour le premier vote, et je l'ai observé autour de moi, des gens nés entre, à vue de nez, je dirais 2000, et quelle est la dernière génération à avoir eu 18 ans là? Les 2007, c'est ça? Oui, donc les gens nés entre 2000 et 2006, pour prendre législative 2024, ça a été un des axes majeurs de la réflexion de gens peu politisés pour leur choix de vote. C'est voter écolo, c'est toujours sympa, c'est toujours bien, ça passe partout, c'est pas clivant, puisqu'on est forcément une ordure si on n'est pas du côté de l'écologie. Donc je pense que oui, effectivement, cette propagande a été particulièrement efficace et qu'elle a été donc déterminante sur la construction sociopolitique de toute une génération. C'est voilà, l'urgence climatique, l'urgence écologique et tout ce qui s'ensuit. Alors, pour nuancer un petit peu le propos, je dirais qu'effectivement, il y a une partie de ce discours qui est audible, car il y a de fait des changements qui interviennent et qui suscitent réflexion. Il ne s'agit pas ici de dire qu'il faut revenir sur l'ensemble des mesures qui sont prises pour sauvegarder l'environnement, de vider les batteries dans les océans ou de jeter les plastiques dans la nature pour avoir séjourné dans le tiers-monde. Je peux vous affirmer que ce n'est vraiment pas un modèle souhaitable. On a la chance en Europe d'avoir une législation et une culture de protection de l'environnement. En revanche, ce qui est discutable, c'est la nature anthropique de phénomènes que connaît bien M. Darguin, comme le réchauffement climatique, et la part des responsabilités individuelles ou collectives au niveau occidental et européen là-dedans. C'est qu'il est absurde de demander à des pays comme la France ou l'Allemagne de faire encore plus d'efforts en la matière, alors que ce ne sont clairement pas les plus pollueurs au niveau international. Et merci beaucoup Victor. J'aurais aimé avoir votre avis, Alban. Selon vous, quel est le sens de cette manipulation mentale qui tend à faire passer n'importe quel aléa météorologique pour une conséquence du réchauffement climatique anthropique? Pourquoi il y a cette propagande-là? Pourquoi est-ce qu'on essaie de nous faire culpabiliser, selon vous? Alors, je vais prendre un petit peu de recul. Par rapport à la politique française, je comprends parfaitement les arguments qui sont ceux que nous devons avoir face aux écologistes qui se servent de ce réchauffement climatique tout à fait naturel, de façon opportuniste, pour faire peur à tout le monde. Je prends un peu plus de recul en disant simplement que tout ceci est une manipulation qui est mondiale. Et souvent, les manipulations mondiales, elles viennent, et je vais peut-être vous choquer, des États-Unis et de certains courants américains très progressistes. En l'occurrence, je vous rappelle quand même, pour tous ceux qui nous écoutent, que la première manipulation sur le climat, elle date de 1985 environ, de mémoire. C'est celle de la couche d'ozone. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Alexandre, sûrement pas. Mais oui, je m'en souviens. Je pense qu'il y a plein de gens qui s'en souviennent, où on nous a fait croire qu'il y avait un trou dans la couche d'ozone
et que l'ozone étant un gaz infinitésimal de l'atmosphère, et que c'était dramatique et qu'on allait tous mourir. C'était une grande répétition. Et en fait, ce trou, personne ne l'a jamais vu. Il a tourné entre l'Amérique du Nord, quasiment l'Arctique, et soi-disant l'Amérique du Sud. On le cherchait, je cherche la chanson, on dit il est passé par ici, il est passé par là, etc. Enfin bref, je vais pas faire trop d'humour là-dessus. Et il a donné lieu 2 ans après à un premier protocole international qui s'appelait le protocole de Montréal et qui consistait à bannir les gaz CFC, c'est-à-dire chlorofluorocarbonique ou je sais pas quoi, parce que c'était eux qui détruisaient la couche d'ozone. Qui en parle aujourd'hui? Quand je discute avec des gens pas trop informés sur ces sujets-là, ils me disent oui, oui, mais ça a été un succès. Ça a été un succès. La preuve, c'est qu'on a banni les bombes qui contenaient ce gaz qui a détruit la couche d'ozone et qui était, parenthèse, c'était les bombes que les femmes se mettaient dans les cheveux pour retenir une mise en pli ou je ne sais quoi en sortant de chez le coiffeur. Donc, on voit l'infinitésimal de l'action du trou dans la couche d'ozone disparu depuis et dont plus personne ne parle. C'était la grande répète. Mais la répétition derrière, de mon point de vue, et là, je suis absolument prêt à affronter la contestation, c'est la création d'un combat mondialiste et mondial, c'est-à-dire qui fait fi des nations, c'est un combat apatride, et qui prépare l'établissement d'un gouvernement mondial. Quand vous regardez le GIEC, le groupement interétatique sur le climat, qui a été créé de façon ad hoc par l'ONU il y a déjà longtemps, vous constatez qu'en fait tout ça c'est pour supplanter la souveraineté des États, les détruire et arriver à une gouvernance mondiale, au moins sur le climat, en nous faisant avaler n'importe quoi. Pour rappel, pour ceux qui nous écoutent, la composition du climat, elle est quand même extrêmement simple. Hein. De mémoire, hein, je vous la donne, vous avez 80% d'azote, vous avez un peu moins de 80%, 78%, vous avez un peu moins de 20% d'oxygène, et le CO2, l'oxyde de carbone, celui dont il est question et contre lequel il faut lutter, représente 0,03% de l'atmosphère. Et il n'a pas varié d'un iota depuis 50 ans. Donc ça, ce sont des chiffres et des vrais. Ils sont tenus par tous les scientifiques. Alors expliquez-moi, et là il faut que je réponde à votre question en effet, expliquez-moi pourquoi est-ce qu'il y a ce combat sur le réchauffement climatique qui est parfaitement naturel et tout à fait heureux pour nous et pour tout le monde. Parce que le soleil est quand même notre astre principal, que pour l'agriculture, certes, ça fait de la sécheresse, mais ça fait aussi beaucoup de bien, surtout après, je ne sais pas dans vos régions, mais la Bourgogne, ou bien Victor, je ne sais pas où, si la Normandie, si j'ai bien compris, et où j'ai passé un séjour remarquable il y a pendant 10 ans, parce que j'avais une maison là-bas, et c'est magnifique. Tout ça pour dire que je ne sais pas où on voit les dangers d'un réchauffement climatique, alors que tout ça est cyclique, et que si on veut re-rentrer dans ce qu'on appelle le petit âge glaciaire dans l'histoire du climat français, pour la France, hein, je ne parle que de la France en l'occurrence, mais je parlais du monde avant, avec la couche d'ozone et tout ça, en France, on a vécu le dernier petit âge glaciaire, puisque ce sont des alternances de froid et de chaud. Et je peux vous assurer que quand vous étiez à la cour de Versailles à l'époque de Louis XIV, et notamment à l'époque de la Fronde, quand il était tout petit avec son frère, et qu'il se gelait parce qu'il n'y avait pas de feu qui était capable de chauffer quoi que ce soit dans le pavillon de chasse de Louis XIII, qui deviendra le château de Versailles après, eh bien, je peux vous assurer qu'eux, ils s'en souviennent, et les gens qui ont vécu cet âge glaciaire, ils ont pas apprécié parce qu'ils ont connu que ça, mais ceux qui ont après apprécié la chaleur, ils l'ont apprécié. S'ils ont un peu de mémoire, ils se souviendront qu'il vaut mieux avoir chaud que froid. Et d'ailleurs, justement,
justement, mon cher Alban, je vais vous poser une question dans quelques secondes pour que vous puissiez approfondir justement tout ça, enfin la problématique que vous avez amorcée gentiment. Mais en attendant, je vais juste parler à Victor quelques secondes. Cher Victor, est-ce que vous pourriez me dire si, selon vous, cette manipulation envers notre jeune génération, vous avez dit, voilà, vous avez dit qu'elle était efficace, mais du coup, je vais vous demander, elle est efficace, mais dans quel but? C'est un but d'abrutissement? C'est un but d'éviter que la jeune génération vienne de droite? Sans partir dans la théorie du complot, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je plus sois totalement les propos de Monsieur Darguin concernant le mondialisme, car il y a de toute évidence une vision mondialiste à l'essence du projet de l'écologie politique. Les représentants de l'écologie politique sont systématiquement des mondialistes avec un agenda progressiste. Fais attention, Victor, tu souffles dans ton micro. Oui, qui reprennent les poncifs, en général d'ailleurs de la franc-maçonnerie, sur le progressisme sociétal. Je ne vais pas refaire le parallèle qu'avait fait Jean-Marie Le Pen entre l'écologiste politique et la pastèque, rouge à l'intérieur, vert à l'extérieur, etc. Mais toujours est-il que voilà. Et on t'entend pas fort, Victor. Le but est de préparer la jeune génération à une vision toujours plus mondialisante du pouvoir et des moments politiques, et de l'inciter donc à voter pour des représentants de ce projet. Je ne dirais pas que c'est un but d'abrutissement, parce que le discours écologiste s'adresse à des gens qui sont faiblement politisés, mais qui ont un intérêt pour la chose politique, pour la chose publique, mais plutôt de formatage sur l'inéluctabilité d'un gouvernement mondial pour remédier à des problèmes qui toucheraient indiscernement toutes les nations concernant l'écologie. Voilà, nous vivons sur une petite planète, il faut la protéger, il y a toute cette rhétorique mondialiste à la source de cela, et également donc un projet plus politique, plus concret, qui est électoral, par les urnes, de préparer des victoires électorales par les écolos. Et d'ailleurs, on l'a observé au municipal 2020, que c'était d'ailleurs déjà plus ou moins acté, avec les victoires dans de nombreuses grandes villes, par cette frange de la population, portée au pouvoir par cette frange de la population de représentants de l'écologie politique. Excusez-moi, je vous ai interrompu parce que votre son avait coupé pendant 2 secondes. J'ai cru que c'était qu'il y a eu un problème. Merci beaucoup, Victor, pour votre réponse. Oui, alors la question que je vais vous poser, parce que vous avez un peu amorcé, vous avez un peu introduit le sujet, mon cher Alban Darguin. J'avais envie de vous dire, si on part du principe que le réchauffement climatique est réel, qu'il soit d'origine humaine ou pas, qu'il soit anthropique ou non, est-ce que c'est une si mauvaise chose pour la planète? Vous avez commencé à donner un élément de réponse là. Oui, j'ai commencé à donner un élément de réponse. Si vous voulez, je vais le poursuivre et ça va vous faire sourire. Vous savez qu'il y a un nouveau président des États-Unis depuis quelques mois qui s'appelle Donald. Mais c'est pas celui de Disneyland, c'est Donald Trump. Et que dans ses projets, il a mis en évidence l'idée d'annexer un pays, enfin plutôt une terre qui appartient au Danemark et qui s'appelle le Groenland. Oui, vous êtes au courant. Tout à fait. Bien sûr, Groenland, Panama, etc. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, le Groenland, c'est la terre verte, et je pense que j'ai écouté à plusieurs reprises des émissions ou quand j'en avais le temps, ou des radios tout à fait conformistes sur le sujet, et personne n'a vu ce qui était derrière. Ce qui est derrière, c'est que le Groenland, comme on le dit, c'est la terre verte. La terre verte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se projette un peu à l'époque du petit optimum médiéval, grande époque de chaleur comme la nôtre, eh bien, le Groenland, cette terre verte, avait des fermes laitières, entretenues par les Vikings d'en face, justement, les Danois, entre autres, et qui vivaient là-bas, qui s'étaient installés là-bas. C'était une terre extrêmement prospère. Vous savez, à l'origine, juste petite perspective historique, quand les Danois, qui sont des grands marins, avec leur braquard, etc., à l'époque,
Ils sont même allés jusqu'à Noirmoutier, hein, en France. Ils avaient des campements, etc., des bases. Les Danois, quand ils sont arrivés sur le Groenland, au départ, c'était pour la pêche aux morses, parce qu'ils faisaient commerce des défenses des morses, qui est de l'ivoire, en fait, pour les commercer après dans toute l'Europe. C'est des commerçants, hein, les Danois, ce sont des commerçants, et les Vikings étaient des commerçants aussi. Et donc, de là, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient accoster tranquillement, que la terre était verte, que c'était beau. Ils se sont dit, on va mettre des vaches, etc. Puis après, ils avaient des fermes de 100, 150, 200, 300 vaches, et ils en avaient partout. Après, ils ont créé une capitale qui s'appelle Nuuk, au centre du Groenland, et cette terre verte était très prospère. Aujourd'hui, les Américains veulent s'en emparer. Ça prouve bien qu'ils croient au réchauffement climatique, d'une part. C'est-à-dire que à partir du moment où le Groenland est beaucoup moins gelé qu'avant, même si quand on monte vers le nord, c'est un peu plus froid, mais on voit bien qu'il y a une capacité d'exploitation. Il faut se mettre au goût du jour. On n'est plus dans. Je pense que Trump ne s'intéresse pas à des élevages de vaches ni à la production de lait au Groenland. Par contre, il y a, comme dans toutes ces terres, un élément qui est tout nouveau dans la politique mondiale actuelle, qui est celui des terres rares. Et le Groenland en recèle énormément, énormément. Et donc, le réchauffement climatique favorise l'exploitation de ces terres rares qui doivent servir à nos nouvelles technologies, etc., etc. Et donc, les Américains, une fois de plus, veulent essayer d'annexer des terres pour accroître leur suprématie. Je vous rappelle, parenthèse un peu politique ou métapolitique, de la même façon, les Américains ont toujours dit, et là je vous laisse libre de regarder ce qui s'est passé en Ukraine, les Américains ont toujours dit que de toute façon, la Russie ne pourrait pas garder pour elle, vous savez que c'est le plus grand, enfin vous savez très bien que c'est le plus grand État du monde au niveau géographique, hein, la Russie donc regorge de tout un tas de ressources minières, y compris des diamants d'ailleurs, qui sont considérables et que le monde veut absolument leur prendre pour que la mondialisation continue et qu'ils ne gardent pas ça dans le nationalisme russe, si j'ose dire. Voilà. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir parce que c'est un élément clé de la géostratégie des années à venir. La Russie est le plus grand pays du monde sur le plan terrestre et elle a les plus grandes ressources. J'ai en tête un élément que j'ai cité un jour dans un article il y a quelques mois. C'est un garçon qui s'appelle Dominique Moisy, qui vit à New York, qui est un américano-français, et qui avait fait à l'Institut Montaigne une communication il y a 2 ou 3 ans ou 4 ans, qui ne m'avait pas échappé, dans laquelle il expliquait que tôt ou tard, il faudrait que la Russie ouvre ses terres au monde. Voilà, ça voulait dire dissoudre la Russie et dissoudre les nations pour pouvoir se partager les richesses du monde. Bah oui, merci Vous voyez que le climat a des intérêts géostratégiques extrêmement importants. Oui, tout à fait, tout à fait. Et vous avez parlé de choses intéressantes. Je crois, je peux me tromper, hein, ça se trouve, il y a des historiens qui vont m'engueuler voilà, dans le chat, pas dans les commentaires. Il me semble que, par exemple, en Égypte, il y a plusieurs milliers d'années, l'Égypte était très verdoyante, par exemple. Il y a beaucoup de végétaux, une bonne partie de le Sahara, voilà, il me semblait que c'était beaucoup plus végétaux qu'aujourd'hui. Ah, bah, je ne dis pas de bêtises alors, c'est cool. Ah oui, il me semblait bien. Il me semblait bien. Il y a même des villes, je trouve que c'est encore le cas aujourd'hui, mais je sais que l'Égypte est très populaire pour son exportation de vin il y a plusieurs milliers d'années. Oui, bien sûr. Ah, formidable. Mais c'était dans des amphores. Pas de bêtises. Dans des amphores, oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Maintenant, c'est sur des bouteilles bourguignonnes de préférence, n'est-ce pas? Désolé si vous préférez le bordelais. Oh, Alexandre, vous êtes chauvin. Ah, il faut, non? Imaginez si on n'est pas chauvin, c'est nul. Ouais. Et puis, si on se sent... Bah oui.
Je crois que je vous ai déjà confessé que j'avais vécu à Lyon une dizaine d'années et que j'aimais beaucoup la Bourgogne. Ah oui, vous me l'aviez déjà confessé, effectivement. Mais il faut être chauvin, parce que ne pas être chauvin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on se voit comme des citoyens du monde, on est déracinés, on n'a plus d'identité, l'existence perd de sa substance, Tout si vous à voulez. fait, c'est ce que j'appelle le syndrome des 3 A. Le mondialiste parfait, l'homme de demain, pour moi, il doit correspondre au profil des 3 A. Je ne sais pas si on a discuté de ça ensemble déjà, je ne sais plus. Mais donc les 3 A, c'est quoi? C'est pour faire un bon mondialiste, un citoyen, hein, un citoyen du monde, il faut qu'il réponde aux critères des 3 A, c'est-à-dire apatride, enraciné et athée. Ah, les 3 A, c'est intéressant. C'est intéressant. Oui, C'est avant, dans on mon, avait c'est AH, dans mon maintenant, on a les livre sur 3 A. c'est dans mon livre sur le climat. Hein. Ah, mais oui! Il me semblait pas qu'on en avait parlé, mais il me semble l'avoir lu, par contre, parce que je l'ai lu, justement. Ouais, je sais Eh bien. oui! Donc oui, je l'avais lu, je l'avais lu, je l'avais lu. Alors, continuons si vous voulez bien. Mon cher Victor, j'aimerais vous poser la question. Par idéologie, nos gouvernants refusent la climatisation et mettent en danger les plus vulnérables, notamment les enfants dans les écoles. Là, on avait vu la polémique qu'il y a eu il y a quelques semaines. Les vieillards dans les EHPAD aussi, il faut y penser. Les malades dans les hôpitaux. Est-ce que finalement, cette hystérisation autour du climat, on peut dire que c'est criminel, selon vous? Eh bien, criminel, le mot est fort, mais en tout cas, il est évident qu'il est irresponsable d'angoisser à ce point-là des enfants, des jeunes, en leur tenant des discours apocalyptiques, ce qui de façon générale peut être reproché au discours écologiste sur le débat public tel qu'il est actuellement, c'est sa dimension émotive, émotionnelle et apocalyptique, qui est parfaitement ridicule et qui... D'ailleurs, je suis contre qu'en politique, on soit dominé par la dictature de l'émotion. Je pense que c'est un des sujets à droite qui nous préoccupe beaucoup. Concernant le fait que dans des EHPAD, que dans des écoles, il y a un problème de chaleur et que l'on refuse par idéologie de prendre des mesures correctives évidentes, comme d'installer des climatisations, là, oui, pour le coup, on peut dire qu'il y a une négligence, sinon criminelle, au moins délictuelle, à laisser des gens, à laisser des enfants, des vieillards, des personnes âgées, des personnes fragiles, sous la chaleur. J'ai voyagé dans des pays chauds, j'ai vécu, je l'ai indiqué lors de mon entretien, pendant plus d'1 an en Tunisie, tout le monde a la clim. Lorsqu'on vit dans des pays où la chaleur est une constante, les gens sont équipés, ils ont la climatisation. Si le tiers-monde a compris que 1 faisait 2, pourquoi en France on n'y vient pas? C'est une question que je me pose. Alors il y a toute cette rhétorique complètement imbécile qui nous dit que la climatisation favorise le réchauffement climatique parce que ça fait de la chaleur. Mais les climatisations ne produisent pas de chaleur, elles les déplacent. C'est de la thermodynamique. Elles chassent l'air chaud qui est à l'intérieur d'un bâtiment, l'expulse à l'extérieur. C'est comme un réfrigérateur. À ce moment-là, on peut aussi reprendre des garde-manger, arrêter avec les frigos et mettre des pains de glace, comme on le faisait au 19e siècle. Mais, enfin, c'est un discours qui est régressif. Oui, quand il fait chaud, on allume la clim. Quand il fait froid, on allume le chauffage. Enfin, on marche sur la tête, mais ce sont des évidences qui apparemment échappent à une partie de notre classe dirigeante. Donc, la réponse évidente lorsqu'il y a une canicule, c'est de protéger les lieux publics, les lieux où du public a le besoin d'aide pour des raisons professionnelles ou de santé ou autres, donc d'installer des équipements qui s'imposent. Alors l'isolation est une composante, il y a une protection passive contre la chaleur, mais il y en a aussi une plus active qu'est la climatisation. Et de fait, la France est un des pays d'Europe les moins équipés en climatisation. Je n'ai plus les chiffres sous les yeux, mais je crois que même le Royaume-Uni et l'Allemagne sont au-dessus, alors qu'ils sont plus au nord que nous. Enfin, c'est quand même sinon. Donc, oui, avoir intégré dans les politiques de travaux publics et d'aménagement des bâtiments publics ou d'utilité publique comme les écoles, les hôpitaux, les EHPAD, intégrer cette dimension de chaleur en été et donc de prévoir des équipements de climatisation, ça me paraît une orientation nécessaire et qui serait évidemment dans nos objectifs si nous étions au pouvoir, au parti de la France.
Merci beaucoup, Victor, d'avoir répondu effectivement et d'avoir expliqué le principe de la climatisation, qui n'est pas forcément toujours évident. Je n'ai pas la chance d'avoir la climatisation, mais j'aimerais bien l'avoir. Figurez-vous. Ah oui, oui, parce que moi, on m'a dit, parce que je discute avec des amis, oui, en même temps, parce que pour préparer cette émission, je discute avec des amis, et la plupart de mes amis, ils m'ont dit, oui, bah, nous, ça va, aujourd'hui, c'était 24 degrés le pic, etc., nous, on est de Clermont-Ferrand, tout se passe bien. Et Dijon, pas du tout, hein, il a fait 30 degrés aujourd'hui, il faisait vraiment très très chaud. C'est vraiment très très chaud, donc faut attendre, faut attendre. Mais Dijon, j'ai l'impression qu'on a un climat bizarre, hein. J'ai toujours eu l'impression qu'il y avait des problèmes dans cette ville. Après, il y a peut-être, si je peux me permettre, et il y a peut-être une question qui se pose, c'est la démographie de la France fait qu'aujourd'hui, on a une majorité de gens qui vivent dans des zones urbaines. Et ça change tout. Parce que quand vous êtes à la campagne, où le besoin de climatisation est quand même moins important qu'en zone urbaine. Et c'est vrai que, bon, une des clés de l'histoire, c'est la démographie. Aujourd'hui, je n'ai pas le ratio précis, même si j'ai lu Michel Tribala, j'ai lu tout un tas d'études sur la démographie, qui est vraiment une clé de l'histoire, une clé de la France aussi. C'est le cas de le dire quand on pense aussi aux populations qui rentrent tous les ans en France, qui ne viennent pas de France. Mais je pense qu'on a un monde fou qui vit en zone urbaine, et les zones urbaines, Paris notamment, mais toutes les grandes villes, il y a entre une amplitude de 4 à 8 degrés d'écart avec la campagne environnante à 50 km. Donc ça pose quand même une question de la suburbanisation. Et alors je sais qu'il y a des sujets électoraux derrière, mais il faut se poser quand même la question de cette course infernale à l'urbanisation, aux mégapoles, etc. Quand on voit ce qu'on a fait de Paris en quelques années, en quelques dizaines d'années de gouvernance socialo-communiste ou centraux mou berrouiste. Enfin, Berrou n'a jamais été à Paris, mais il y était souvent quand il était en politique. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que au final, on a l'impression qu'il y a des gens qui se sont taillés des fromages électoraux et qui pensent urbain parce que l'urbain sera la clé de leur avenir. Attention, je pense que le pays réel est en train de renaître. Peut-être que vous allez dire que je suis un gros naïf ou un petit naïf, mais je pense que il y a vraiment un pays réel qui est en train de renaître, et c'est celui-là qu'il faut que nous rebâtissions tous ensemble. C'est-à-dire un pays qui reconnaît l'ordre naturel, qui reconnaît l'ordre des choses, et qui soit pas un melting pot imbécile, mondialiste, de gens qui ne trouvent la source de leur information que sur les réseaux sociaux et sur quelques chaînes de télévision pour les plus vieux. Au risque de vous choquer, hein, peut-être. Ah ben, vous savez, il en faut beaucoup pour nous choquer dans notre émission. De très juste et sage parole que voilà, mais je nuancerai en disant que c'est aussi sur les réseaux sociaux que l'on peut s'informer auprès d'autres sources que celles de la doxa officielle, y compris découvrir vos entretiens et vos livres, cher Alban. Vous avez raison, mais la question c'est s'informer, oui, mais la question des réseaux sociaux pose la question de l'aptitude à s'informer. Tout à fait, du tri de l'information. Ah ouais. Et quand on voit aujourd'hui, je suis catastrophé, moi, par ce que je vois dans les générations très jeunes, même les écoles communales, les écoles secondaires de France, enfin, je sais pas quoi dire. Je suis atterré. C'est épouvantable. On a fabriqué une machine, je change de sujet, hein, c'est le sujet de l'éducation nationale, mais on a fabriqué une machine à décérébrer enfin, on a à casser un bagage culturel obligatoire pour pouvoir prendre des décisions, être majeur et d'ailleurs électeur aussi, avec le discernement qu'il faut pour ça. Voilà. Moi, je sais, je suis pessimiste ce soir probablement. Du pessimisme, c'est très juste. Hein. Il y a une réelle, comme il y a un afflux d'informations de sources très diverses et à la qualité variable, il y a une difficulté, je pense, des jeunes générations tout à fait à se repérer. Et comme la qualité
de l'enseignement, et normalement d'apprendre justement à s'informer correctement, qui décroît également, eh bien vous pouvez vous poser des constats qui sont malheureusement en grande partie vrais. En revanche, là où je suis peut-être un petit peu moins pessimiste que vous, c'est que je pense qu'il y a aussi une défiance vis-à-vis des sources d'information officielles de la part des jeunes générations qui est plus accrue que dans celle juste avant, notamment celle dite des millennials, j'en ai dans la fin des années 80, début 90. Et je pense qu'on va être agréablement surpris de l'évolution de l'opinion sur certains sujets de fond, car il y a de façon inéluctable un déclassement qui intervient chez les jeunes générations dites de la France périphérique. Et la confrontation dont vous parliez tout à l'heure face au réel, face à la loi naturelle, amène, et le climat en est une des composantes, amène aussi une volonté de renouer avec, comme vous le disiez, le pays réel. Donc le climat est ça peut paraître hors sujet, là, vu que l'émission est autour du climat, mais ça se rejoint, car ce que je disais tout à l'heure, par exemple, concernant la climatisation, ça paraît évident pour n'importe qui, de mon âge ou un petit peu plus jeune. C'est des gens qui veulent qu'un problème concret, une solution concrète et immédiate intervienne. Ils veulent pas qu'on leur fasse des promesses sur 50 ou 60 ans de se sacrifier pour que peut-être la planète aille un peu mieux, ou pas du tout d'ailleurs, on sait pas. C'est des gens, c'est une génération qui ne croit pas tellement en l'avenir et qui a besoin de solutions immédiates. Et c'est en cela que le climat est un très bon sujet, car systématiquement les discours apocalyptiques sur le climat disent qu'il faut se sacrifier pour penser sur le long terme pour des générations qui ne savent même pas de quoi demain sera fait, qui ne savent pas si elles vont du travail, qui ne savent pas si elles vont être capables d'accéder à un certain pouvoir d'achat, ne serait-ce qu'à la propriété. Là, on voit qu'il y a un audit du gouvernement sur les maisons individuelles dont des pièces sont inoccupées. On entre dans une forme de collectivisme quasi communiste sur le logement maintenant. Donc c'est en cela que la situation va, je pense, connaître des évolutions intéressantes. C'est renouer avec des solutions concrètes, à effet immédiat et à horizon visible, plutôt que vers des vagues promesses de changement à moyen ou long terme. Tout à fait d'accord. Eh bien, puisque nous sommes d'accord, on va continuer si vous le voulez bien. Ah oui, alors je vais vous poser une question à vous, mon cher Alban. Et oui, est-ce qu'il faut parler aussi c'est important, des nappes phréatiques. Alors que les nappes phréatiques sont pleines, que la France ne manque absolument pas d'eau, il faut quand même le rappeler, il est fort probable que le gouvernement nous refasse le coup de la sécheresse cet été, comme il y a eu l'année dernière. L'objectif, selon vous, ça me rappelle un peu le Covid, cette histoire, mais est-ce que pour vous, l'objectif est de nous rationner, de nous surtaxer un bien de consommation indispensable ? Je ne suis pas dans la tête des gens qui nous gouvernent. Ça vous a pas échappé. Et je m'en voudrais d'être dans la tête notamment de notre invertébré gazeux qui dirige le pays. Oui, alors je sais, je choque peut-être parce que j'ai utilisé ça dans un communiqué de presse, l'invertébré gazeux, parce que ça m'allait... Dans la tête Oui. Ah pardon, je vous ai interrompu, excusez-moi. Sans être dans la tête, vous pouvez supposer, vous les connaissez, vous les analysez, c'est... Oui, je finis sur l'invertébré gazeux parce que c'est une anecdote, mais c'est intéressant. Je trouve que ça va très bien au président de la République actuelle. Parce que l'invertébré gazeux, c'est la définition qu'avait fait un jésuite dans les années 90-2000 à propos de Dieu. Et comme Macron estime qu'il est Dieu, je trouve qu'un vertébré gazeux, ça lui va bien. Voilà, et je ferme la parenthèse. C'était un petit peu d'humour. Je vous ai pas choqué, j'espère. Non, moi je suis pas choqué. Et vous, Victor, vous êtes choqué ? Pas le moins du monde, j'aime bien la formule, à vrai dire. Un vertébré gazeux, c'est une image qui lui ressemble très bien. On pourrait même dire un vertébré poudreux si on était taquin. Pardon, j'ai pas interrompu tout à l'heure. Un vertébré pompeux. Pompeux, ah oui. Poudreux plutôt. Poudreux, j'ai compris pompeux, pardon, poudreux. Ouais. Poudreux, ouais. Très poudreux. Et peut-être poudré un jour. Vous avez compris, vous avez bien compris. Voilà. Oui. Pardon. Pardon.
Excusez-moi, effectivement, désolé de vous avoir interrompu tout à l'heure, c'est parce que parfois, on ne sait pas pourquoi, parfois Telegram, il a des petits sauts de son, et du coup, j'ai cru que vous aviez juste répondu, je ne suis pas dans la tête de dirigeant, point, et j'avais pas entendu la suite. C'est pour ça que je vous avais relancé. Parfois, il y a un petit Non, décalage. ouais, ouais. Non, je reprends juste le fil. On était à part la digression sur l'invertébré gazeux, on était sur le sujet de la enfin, je reviens moi sur le sujet de la démographie et le fait que aujourd'hui, on a, je crois pas me tromper en disant qu'on a 80% des gens qui vivent dans des zones urbaines, les grandes zones urbaines. Et ça pose un problème de fond. D'abord un problème de vie, un problème sociétal, un problème de niche pour tous les commerces illicites, notamment la drogue. Ça pose un problème d'immigration. Et ça, c'est très facile à résoudre, hein. En fait, il suffirait d'un État qui ait la volonté de le faire, et je suis sûr que le Parti de la France l'aurait, c'est-à-dire à un moment, quand je voyais l'évolution de Paris, c'est sûrement une boutade ce que je vais dire, mais je disais, et pourquoi n'engagerait-on pas une partition de Paris? C'est-à-dire de couper la ville en 4 ou 5 secteurs totalement indépendants les uns des autres. Alors c'est évidemment, la maire de Paris perdrait son fromage, mais je pense que les Parisiens vivraient beaucoup mieux. Voilà, mais ça c'est une idée parmi d'autres. La suburbanisation telle qu'on la vit, qui est faite pour des intérêts qui sont des intérêts profondément financiers quand même, hein. Il faut pas l'oublier. Le Grand Paris, les régions, la taille des régions actuelles. Vous savez que j'ai dénoncé dans une autre émission, je ne sais pas si vous l'avez suivi, j'ai dénoncé le fait que la présidente de région de la région que j'habite, c'est-à-dire les Pays de Loire, s'est permise, il y a 4 ans, je crois, euh, c'est 3 ou 4 ans, d'offrir un chèque écoutez bien, hein, de 7 millions d'euros de subventions gratuites pour les dirigeants d'un festival soi-disant de musique qui s'appelle le Hellfest. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, à Clisson. Clisson, c'est oui, Clisson, c'est en Loire-Atlantique, à la limite de la Vendée, et c'est une des villes qui ont connu des combats terribles pendant les guerres de Vendée. Et vous avez la ville qui se drape de noir pendant une semaine. Vous voyez arriver des types qui, on a l'impression c'est vraiment le cas de le dire, qui sortent de l'enfer, des musiques épouvantables. Elle offre et elle fait les cornes du diable en l'offrant. Christelle Morancet, la présidente de région, elle offre 7 millions d'euros aux dirigeants du Hellfest. Je pense que nos politiques sont tombés sur la tête. D'abord, ils n'ont plus le sens de l'argent. 7 millions d'euros. Plus personne ne se rend compte de ça. Mais en plus de ça, elle le fait pour une œuvre qui est double. C'est satanique. Il faut être très clair. J'ai pas peur du mot. Ce Hellfest est satanique. Mais secondement, ce Hellfest... Comment? Non? Je continue. J'ai souvenir qu'on avait eu le même débat sur une émission précédente qu'on avait fait tous les deux. J'ai souvenir de ça. Je sais pas si ça vous parle. Oui, mais je le répète. Je le répète parce que je pense que c'est intéressant de le répéter. Et surtout que derrière tout ça, moi je fais un lien entre ce Hellfest actuel et ce qu'on appelait des rave parties de départ il y a 20 ans environ, dans lesquels des groupes de pop venaient faire de la musique dans les champs. Et en fait, moi, j'avais analysé à l'époque, mais je faisais pas de métapolitique. Je ne fais d'ailleurs que de la métapolitique, mais j'en faisais pas trop à l'époque, encore que. J'avais analysé ça, ces camions qui arrivaient brutalement, qui investissaient un champ avec des gens qui rentraient dessus et qui faisaient de la musique. C'était surtout que derrière ces partis de campagne, si j'ose dire, il y avait toute une organisation que personne ne voyait, qui étaient des camions qui amenaient de la drogue. Et comme ça, on a fait pénétrer la drogue dans tous les terroirs français et on a abruti
des générations d'enfants d'agriculteurs, d'enfants des villes moyennes, etc., qui venaient là et qui ont découvert la coke, qui ont découvert tous les plaisirs de la famille Macron et autres, puisqu'on sait quand même que notre président est un cockman connu aussi, au risque de vous scandaliser. On a vu, je me suis concentré. Oui, tout à fait, je vous entends, mon cher Alban. J'espère que vous m'entendez également. Ouais, on avait eu ce débat, je me rappelle d'une émission précédente, qui date maintenant, ça date de plusieurs années, où on avait eu la même discussion, où vous aviez donc tenu la position que le Hellfest est une fête sataniste, et moi j'avais soutenu une position qui était opposée et qui n'a pas changé entre-temps. C'est vrai, en tant que fan de métal, comme Thomas Joly d'ailleurs, et comme beaucoup de gens du Parti de la France, c'est vrai que moi j'aime beaucoup ce festival, et s'il faut voir des choses sataniques dedans, pour moi, mais après attention, on a le droit de ne pas avoir les mêmes opinions, c'est plutôt dans certains groupes que dans le Hellfest en tant que tel. Mais après, c'est des divergences d'opinion et vous avez tout à fait le droit de les exprimer, sachez que je ne vous interromprai pas. Et à dire vrai, regardez ce qui se passe dans le même style et qui va se passer cet été, comme d'habitude, à Sainte-Soline. Vous savez, les méga-bassines. Ils en font une espèce de festival écolo-bobo urbain qui viennent camper pendant quelques jours à Sainte-Soline. Ça devient de plus en plus violent d'ailleurs. Hein. Ils viennent de toute l'Europe. C'est en fait le rêve des écologistes. Ça diverge un peu par rapport à ce que vous dites du Hellfest, mais il y a beaucoup d'écologistes quand même aussi au Hellfest. Et enfin de cette tribu-là. Et à Sainte-Soline, vous avez des gens du monde entier et leurs rêves, les gens qui ont créé l'affaire des méga-bassines de Sainte-Soline, c'est ni plus ni moins que des gens qui voudraient refaire le Larzac de, comment il s'appelait le moustachu, là. Vous vous souvenez du camp du Larzac avec celui qui était le meneur. C'était José Bové, non? Voilà, José Bové. Je cherchais. Je voyais des grandes moustaches, mais je ne me souvenais plus de son nom. Oui, ce qui est intéressant, vu que vous mentionnez José Bové, je vais rebondir là-dessus, c'est que on trouve toujours un peu les mêmes profils derrière les discours d'écologisme politique radical, c'est-à-dire des profils altermondialistes, ou même ouvertement mondialistes pour certains, gauchisants, marxisants. José Bové avait été surtout notoirement connu, après c'est courageux de sa part, je ne vais pas lui jeter la pierre, pour s'être rendu quelques années après en Palestine avec l'association France-Palestine lors des bombardements de 2009. Donc bon, ce ne sont pas des gens qui ne vivent et respirent que par l'écologie. Ils ont un agenda derrière qui est autre, mais ils avancent avec l'étendard de l'écologie, de la production, du localisme aussi souvent. José Bové s'était fait connaître en démontant un McDonald's. Mais voilà, ce qui est surtout profondément malhonnête avec les mouvements politiques et les personnalités politiques qui se disent écologistes, c'est qu'elles en font l'alpha et l'oméga prétendument de leur engagement, alors que ce sont des gens qui ont des opinions sur tout un tas d'autres sujets, qui ont un programme complet et qui n'est absolument pas centré autour de l'écologie. Ils prennent ça comme une bannière qui, comme je le disais tout à l'heure, est forcément un beau rôle, une belle bannière, puisque si on est contre l'environnement, on est forcément une ordure de pollueur, pour faire avancer des idées qui, encore une fois, sont pour la plupart des idées d'inspiration marxisante, communiste, altermondialiste, etc. Donc, tout à fait. L'écologie est une valeur de droite. Hein. Mais tout à fait, et c'est là où j'allais en venir. C'est une valeur qu'on partage. Ouais. Elle est vraiment d'origine. Vous me complétez, car c'est une inversion du discours et des valeurs qui s'est opérée, car effectivement, les premiers promoteurs d'une écologie raisonnée, d'une défense de l'environnement, enfin de la nature, environnement là aussi c'est un thème mondialiste, de la nature étaient plutôt des personnalités qui étaient vues comme réactionnaires de leur temps, plutôt des personnalités de droite. Alors, il y a aussi un certain chancelier allemand que je ne vais pas nommer, on va éviter de se retrouver devant la 17e chambre, qui avait une vision en matière d'environnement et d'écologie, mais encore une fois, il y a eu une inversion des valeurs, car des personnalités qui étaient plutôt marxisantes
qui défendaient la productivité, voilà, l'usine, la cheminée des usines, l'homme au-dessus de tout, l'humain, se sont retrouvés dans le camp de l'écologie 50 ans plus tard, lorsqu'il est devenu à la mode et que c'est devenu un sujet d'actualité. Là-dessus, il faut l'admettre, la gauche a été particulièrement forte de faire sienne tout un tas de thématiques qui étaient celles du camp du bien, du camp des gentils, pour mieux faire accepter tout un tas d'idéologies qui n'avaient rien à voir avec les thématiques prises en otage par celle-ci. Parfaitement d'accord. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci beaucoup. Je vais continuer un petit peu sur ma lancée. Allons encore plus loin, j'ai envie de dire, dans la polémique. Certains considèrent les climato-sceptiques comme des négationnistes et voudraient les faire taire grâce à une nouvelle loi liberticide. Est-ce que vous êtes en danger, Alban? Non, parce que je ne suis pas climato-sceptique. Les climato-sceptiques, c'est une fois de plus une étiquette qui est donnée à des gens qui se présentent comme sceptiques sur le climat. Moi, je ne suis absolument pas sceptique sur le climat et je ne suis pas climato-sceptique. Je veux dire par là que les étiquettes dialectiques ne m'intéressent pas. Moi, je fais de la métapolitique. Et les climato-sceptiques, je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Quand je prends les grands défenseurs du climat, que sont des Christian Gérondeau, des François Gervais et plein d'autres, j'en oublie énormément, mais sont les plus connus, qui ont défendu des thèses et scientifiquement prouvées. Il n'y a pas de climato-sceptique, c'est, si j'ose dire, l'étiquette à la façon communiste. C'est-à-dire quand les marxistes voulaient éradiquer des gens qui leur étaient opposés, ils leur trouvaient dialectiquement un nom. Voilà, alors là, en l'occurrence, c'est climato-sceptique. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire, climato-sceptique? Je suis sceptique sur le climat? Moi, je suis absolument pas sceptique sur le climat. Nous sommes en période de réchauffement. Elle a commencé, d'après les grands spécialistes des glaciations, etc., elle a commencé en 1860 à peu près, peu ou prou. Elle durera, si elle dure comme le petit optimum médiéval, on en a encore pour jusqu'à 2300, 2400. Hein, attention, il fera encore plus chaud. Il faut leur dire. Sauf que, c'est vrai qu'à l'époque médiévale, on n'avait pas des clims qui soufflaient du chaud à l'extérieur, etc. On n'avait pas une suburbanisation colossale qui fait que les gens étouffent dans les villes. Mais ça, c'est un fait de société. C'est tout. Mais le climat, lui, il se rit de nous, si j'ose dire. Il se rit de nous, le climat. Il suit. Le climat, il vient. Si on devait chercher une explication scientifique au climat, il est une conjonction. Ces cycles climatiques sont une conjonction entre l'activité solaire, parce que le Soleil a, on le sait maintenant depuis 300 ans à peu près, il a des cycles d'éruptivité monstrueuse. Le Soleil, c'est notre étoile. Hein. Le jour où il s'éteindra, quand il aura fini de brûler tout son hydrogène, il faut savoir une chose, c'est que nous mourrons et nous finirons comme Mars. Donc, on a, j'espère, encore un peu de temps, mais donc le Soleil a des cycles et ce sont ces cycles qui régulent les périodes de réchauffement, de refroidissement, etc., etc. Voilà. Donc, rien que du naturel là-dedans. Et qui n'engage absolument pas un combat à mener contre ce réchauffement, car ce réchauffement est extrêmement bénéfique. Mais en plus, quand on nous dit, je reviens au sujet de départ, mais quand on nous dit que ce réchauffement climatique, il est très dangereux parce que finalement, l'homme contribue à ce réchauffement climatique avec les émissions de CO2, etc., il faut savoir une chose, depuis 30 ans, la part du CO2, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on en avait discuté déjà, Alexandre, il y a quelques années, mais la part du CO2 dans l'atmosphère n'a pas varié aujourd'hui. Elle est toujours je ne sais pas si, non, on n'est pas en direct, donc il n'y a pas d'auditeurs qui peuvent répondre. Elle est, retenez bien, de 0,03% de l'atmosphère. Autant dire que on va tous griller, on est mort. C'est foutu.
En gros, 78% d'azote, 21% d'oxygène, 0,03% de CO2. Le reste, c'est les variables d'ajustement. Le méthane à 0,001% et la vapeur d'eau à 0,4%. Voilà. Mais Vous voyez effectivement, ouais. comment on peut manipuler l'opinion, hein, Ah mondiale. bah, facilement. Ouais, ouais, j'ai envie de dire, j'allais dire un truc méprisant, mais j'allais dire le public se laisse manipuler assez facilement aussi, quoi. Ah, mais je Oui, dis ça sans mépris. mais sur tous les sujets. Quand vous réfléchissez, c'est sur tous les sujets, pratiquement, hein. Surtout les sujets, tout à fait. Ouais, Tout ouais. à fait. C'est pour ça qu'on essaie un peu réveiller en disant, écoutez, non, on va faire des émissions sur tous les thèmes possibles et imaginables et réinformer la population désinformée. Ouais. Eh oui. C'est pour ça que c'est un plaisir de vous recevoir. Alors, mon cher Victor, j'aurais aimé vous poser la question suivante. Les bulletins météo deviennent absolument ridicules avec des cartes où la France est quasiment sous la lave et Ah chaque oui, non, mois mais on nous annonce. Oui, c'est génial ça, parce que c'est vraiment un très bon exemple. Il y a des comparatifs sur Internet où on voit une carte avec exactement les mêmes températures en 2002, et elle va du vert pâle au jaune, et maintenant tout est en rouge vif, alors que c'est exactement les mêmes températures. Enfin, c'est ridicule. C'est juste, c'est de la dialectique, c'est du marketing apocalyptique. Les gens veulent qu'on leur vende que tout va mal. Donc, les chaînes de télé s'adaptent, ou à l'inverse, les gens sont pas encore assez affolés parce qu'on leur sert 10 fois par jour. Donc, les bulletins météo, on rajoute une couche. Là, regardez, il fait 28. On va tous crever. et tout à fait, mon cher Victor. Tout à fait. Et La justement, question, on c'est nous la poule annonce ou que l'on l'œuf? avait. Ah, ouais, Je ah oui, voudrais l'œuf ou juste la poser une poule, question, c'est je sais la pas. poule et l'œuf. Allez-y. Où est la poule et où est l'œuf? Dans ce que vient de dire Victor. Parce que c'est très juste. Mais est-ce que Bah, les gens, en clair, j'ai est-ce que tendance les à gens... penser que les chaînes de télévision sont parfois plutôt pragmatiques, c'est-à-dire elles prennent la température, sans mauvais jeu de mots avec le climat, de Ouais. l'opinion, et essayent de caler des éléments marketing qui collent, mais des fois elles sont aussi faiseuses d'opinion. Alors tout à fait, quel est l'œuf, quelle est la poule? Est-ce que c'est les chaînes de télé qui ont commencé la surenchère, ou est-ce que c'est d'autres canaux qui ont excité les gens autour de ça via les voix des écologistes radicaux, et du coup les chaînes de télé qui sont ensuite entrées dans la danse pour conforter cette vision-là? Mais Ouais. je pense que l'œuf est quand même plus médiatique que politique. Il y a en tout un Vous discours de la savez, doxa. Mais, quand je vous entends, je pense à un très bon livre qui n'est plus lu aujourd'hui et et c'est dommage, qui est un livre de Bernard Faye, un grand historien français, qui a écrit un livre qui s'appelle Naissance d'un monstre, l'opinion publique. Je vous le conseille, on le trouve partout, il est encore en vente, hein. Et c'est vraiment un livre dans lequel on découvre toutes les arcanes de la fabrication d'une opinion. eh bien, je prends bonne note et j'invite nos auditeurs à faire de même. Je n'ai pas lu. Il faudra que je me le procure. Alors, l'œuf ou la poule, ça me donne faim, tout ça. Mais la question que je voulais vous poser, mon cher Victor, c'était qu'on nous annonce chaque mois, quasiment, que l'on a vécu le mois le plus chaud depuis la nuit des temps. Est-ce que vous pensez que la science et la raison ont-elles déserté notre société, j'ai envie de dire? La science et la raison. Ce sont des sujets de bac de philo que tu nous sors là. Ça m'arrive. Cher Alexandre, comment y répondre de façon succincte? Alors, je ne dirais pas que l'un ou l'autre ont déserté nos sociétés, je dirais simplement que les gouvernants et les relais médiatiques actuels ne s'en font pas les relais. C'est-à-dire qu'ils préfèrent jouer sur les émotions et sur des sentiments comme la peur, comme l'angoisse, pour légitimer quelque part une certaine autorité et un certain agenda politique, plutôt que d'en appeler à l'intelligence et à la raison de leur public. Donc, elles n'ont pas déserté les sociétés, mais elles ne sont en tout cas pas encouragées, pas stimulées par des débats contradictoires sur des sujets comme le climat, par exemple. Pouvez-vous me rappeler la dernière fois que vous avez vu quelqu'un ayant une opinion même mesurée, modérée, comme la nôtre, sur une chaîne de télévision face à un écologiste? Je ne pense pas que ça ait eu lieu. Enfin, je ne vais pas faire l'analogie avec un autre sujet dont la négation est passible de prison, mais bon, on n'en est pas très loin quand même. C'est devenu un genre
de dogmes sacrés qu'il est impossible de nier ou même de relativiser, que le réchauffement climatique, que les thématiques autour de l'écologie de façon générale comme d'un sujet prioritaire qui écrase tous les autres et qui n'a absolument aucun lien, d'après la doxa dominante, avec aucun autre sujet, alors qu'on sait très bien que c'est lié à un certain nombre de choses. Et au-delà de ça, il y a la nécessité donc d'avoir des débats contradictoires, mais également de proposer dans le cursus scolaire une formation neutre sur ces questions-là. Je suis sorti du système secondaire il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, certains me diront que ça fait une éternité, ils sont un peu taquins, mais bon, j'ai eu mon bac en 2018. J'ai le souvenir que tous les cours de sciences qui abordaient cette question, pareil, ne proposaient qu'une vision unilatérale. On observe des relevés de température. Ah oui, la calotte glaciaire est en train de fondre. Ah oui, ceci, ah oui, cela. Alors qu'on ne nous parle pas des phénomènes inverses qui ont lieu, du fait, par exemple, si on parle d'écologie, il n'y a pas eu que la destruction de l'environnement n'est pas une constante, qu'il y a par exemple, la France était beaucoup moins boisée il y a un siècle qu'elle ne l'est maintenant. Il y a eu des reboisements, il y a eu des actes qui ont été posés pour la sauvegarde de l'environnement, bon, sans parler de l'homme politique allemand qui n'est pas mentionnable, mais par différents gouvernants. Donc il y a une culpabilisation systématique qui est enseigné aux jeunes dans ce domaine, c'est que voilà, l'Occident, les pays développés sont des destructeurs de l'environnement, sont des contributeurs du réchauffement climatique et ne font rien d'autre. On ne nous apprend pas l'art démentiel joué par l'Inde ou la Chine dans les émissions de carbone, par exemple, alors que ça me semble quand même une évidence. Les chiffres sont sans équivoque à ce niveau-là. Donc, cultiver la raison, cultiver le débat contradictoire et cultiver tout simplement la connaissance de faits mesurables, factuels. Enfin, des faits sont forcément factuels, c'est une lapalissade, mais des faits mesurables, chiffrés, permettre que le débat à ce sujet soit ouvert et apaisé, qu'il ne soit pas dogmatique. Merci beaucoup, cher Victor, pour votre réponse. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous. Désolé si vous trouvez mes questions parfois un peu trop philosophiques, je dirais. Mais c'est important parce que j'ai l'impression qu'on manque beaucoup d'esprit critique. Je sais pas si c'est purement générationnel ou si c'est inédit dans l'histoire ou si ça a toujours été comme ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve qu'effectivement, on manque de cohérence, de rigueur dans le raisonnement. Et donc, par conséquent, comment être pertinent, comment proposer quelque chose qui a du sens si on n'est pas rigoureux? Continuons, si vous le voulez bien. On va parler un peu d'apocalypse. La totalité des prévisions catastrophiques environnementales des décennies précédentes ne se sont jamais produites. Par exemple, la disparition, vous savez, des forêts tropicales, épuisement des ressources pétrolières, submersion par les eaux des îles comme les Maldives, par exemple, le trou dans la couche d'ozone, vous en parliez, mon cher Alban, tout à l'heure. Fonte totale de la banquise et des glaciers, etc. Et pourtant, beaucoup de nos concitoyens croient aux nouveaux bobards destinés à les faire culpabiliser. Que faire face à cela, mon cher Alban? Comme aurait dit un général étoilé qui était au pouvoir en France, vaste programme, mon cher Alexandre. C'est compliqué. C'est compliqué parce que quand je reprenais mon histoire, quand je vous rappelais mon histoire des 3 A, apatride, araciné et athée, quand on est araciné, et notamment c'est le cas de 80% presque de la population qui vit dans des zones urbaines, eh bien il se passe qu'on n'a plus de racines et qu'on n'est plus capable de raisonner correctement face à plein de menaces prétendument menaçantes, si j'ose dire. Donc vraiment là, sur cette question-là, que faire? Je dirais que malheureusement, je pense que nous allons subir les effets d'une décadence programmée si nous n'y prenons garde. Et c'est là où le rôle du PDF, du Parti de la France, est capital, comme de tous ceux qui résistent à cette espèce de doxa unique et mondialiste et apatride
et enracinée. Et il faut véritablement que les gens en prennent conscience. Mais pour ce faire, il y a des sujets de fond. Les réseaux sociaux ont permis d'une certaine façon, et c'est un acte positif, c'est un fait positif plutôt, c'est qu'elles ont permis de s'échapper de la doxa officielle des médias d'État. Et donc, d'une certaine façon, je trouve aujourd'hui, mais peut-être que je me trompe, que la circulation de l'information vraie est mieux agencée ou mieux organisée qu'elle ne l'était il y a 20 ans ou 15 ans. Mais quand on a dit ça, on n'a pas tout dit, parce que le problème, c'est que les gens sont soumis aujourd'hui à quelque chose, je pense que vous en avez plus que tout autre la conscience, les gens sont soumis à véritablement une pression qui est inouïe, inouïe, inouïe. Je vais vous donner un exemple. On a introduit dans les entreprises l'obligation de répondre à un certain nombre de critères dits ESG, environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Et à travers ces critères ESG, on a réussi à transformer les sociétés, les entreprises, les grands groupes notamment, en de véritables bouillons de culture écolo-gauchisants et pire, culture woke. Je pense que, je suis sûr que vous, au PDF, vous le savez, mais je pense que personne n'imagine. J'ai été dirigeant dans un grand groupe, j'ai fondé d'ailleurs des entreprises, des grandes entreprises, de plusieurs milliers de salariés. J'ai participé à la fondation de ces entreprises en tant que cofondateur. Et je pense que si je revenais dans ces entreprises, c'est pas si vieux que ça, j'hallucinerais. Mais je ne veux pas y revenir parce que je sais, parce que j'ai beaucoup d'anciens collaborateurs qui m'en parlent, à quel point cette espèce de venin de la culture woke et de ces critères dits ESG, c'est-à-dire environnementaux, sociétaux, de gouvernance, a atteint au point que les gens sont obligés de vivre avec. C'est-à-dire qu'ils ont deux vies, ils rentrent chez eux le soir, mais ils sont déjà formatés, et ils repartent au travail le matin pour retrouver ce monde totalement fou. Je ne peux pas tout vous dire ici de ce qui me remonte de partout, hein, de tous les grands groupes, mais c'est effarant, effarant. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous trouvez bah si, maintenant on comprend parfaitement. Ouais, ouais. Et donc, j'allais dire, les grands groupes, les entreprises qui sont soumises à des contrôles de plus en plus faramineux, eh bien, elles contribuent aussi à cette décadence totale du pays. Il faut dire que ces entreprises dont je parle, c'est pas le petit artisan avec ses 3 salariés, hein. C'est des très grandes entreprises multinationales françaises, d'origine française, qui sont en train de contribuer au pourrissement global de la société. C'est tout. Et tout ça, d'ailleurs, oui, contrairement à ce qu'on peut-être certains penseraient, ça nous vient directement des États-Unis. C'est la culture woke américaine qui a pénétré partout, par toutes les pores du tissu industriel et économique français. Et européen, évidemment, puisque l'Europe, pour moi, est le cheval de Troie de l'Amérique. Mais ça serait un autre débat, hein. Je ne veux pas le faire parce que je vais choquer, et je vais choquer peut-être certains de ceux qui nous suivent. Vous choquez beaucoup de gens, mon cher Alban, ce soir. Non, je ne sais pas, on verra les commentaires. On verra les commentaires. Vous êtes toujours entre 1500 et 2000 personnes à écouter à chaque fois les émissions, pas en direct, en rediffusion. Et donc, vous commenterez si oui ou non vous êtes choqué par les propos d'Alban. Alors moi, je connais un peu la communauté du Parti de la France, je connais un petit peu les abonnés, les commentateurs habituels. Je sais que certains seront choqués par rapport au Hellfest. Ça, je vous le cache pas. Ça, vous pouvez vous y attendre. Oui, ça, mais ça, bon. Je sais que voilà. je suis, on est en confiance et je sais que je l'avoue, oublié que vous aimiez bien le métal, mais
Mais à côté de ça, je sais qu'on est en totale confiance et en respect des opinions des uns et des autres. Et en plus, peut-être que la semaine prochaine, je fais une deuxième émission sur le métal en plus. Avec Thomas Joly et un invité spécial. Ça tombe bien, hein. Je suis pas disponible, je suis désolé. En tout cas, continuons si vous voulez pas cette émission, mon cher Alban, ne vous inquiétez pas, vous avez le droit de, voilà, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Mais c'est vrai qu'au Parti de la France, on est très friand du métal, c'est vrai, on aime bien. Alors, est-ce que vous conseillez, mon cher Victor, est-ce que vous conseillez plutôt aux Français de profiter du bel été que nous vivons ou bien de se réfugier dans la peur et dans l'angoisse? Finissons sur un message positif. Oh, c'est une question très fermée là que tu nous fais là, le choix entre la peur ou l'angoisse ou profiter du bon temps. Bon, oui, bah profitons du temps, hein, profitons de l'été, profitons de l'état encore relativement stable de notre pays, car n'oublions pas que ça pourrait toujours être pire. Enfin, oui, je n'ai pas de message négatif à envoyer. D'ailleurs, aucun politique nationaliste digne de ce nom ne devrait en avoir. Il faut toujours être positif. Il ne faut jamais encourager les gens à se vautrer dans le désespoir. Et concernant le climat, c'est très révélateur que le gouvernement ait envie de toujours stresser davantage les gens qui veulent tout simplement profiter de leurs vacances et de la saison estivale plutôt que de tout simplement leur foutre la paix. Enfin, ça reprend ce poncif de la droite des années 70, c'est foutez la paix aux Français. Je crois que c'était du Pompidou, ça, je crois. Oui, oui. Alban a dû connaître. Oui, mais c'est pour moi, c'est une devise qui est éternelle. Il faut laisser les gens tranquilles. Et oui, je les encourage à profiter de l'été. Si pour une fois il fait très chaud dans une région où ils n'ont pas l'habitude d'avoir de la chaleur, et ben, qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour s'en prémunir et s'en protéger, qu'ils profitent, qu'ils aillent à la plage, qu'ils vivent davantage le soir, car l'avantage quand il fait très chaud le jour, c'est qu'on a de très belles soirées. Enfin, voilà quoi. Rien de plus à dire sur ce sujet. En tout cas, je vous avoue que si j'étais un peu plus ou un peu moins courageux, je passerais tous mes étés en Islande. Là-bas, il fait 18 degrés. Ça a l'air très Alors, bien. j'ai connu la Norvège au cœur de l'été, et c'est vrai que ça peut être une solution lorsqu'on est vraiment hostile à la chaleur. Les derniers jours, je vous raconte pas la chasse aux moustiques. Vous savez, les moches moustiques, les gros trucs là, rayés noir et blanc. Catastrophe. J'ai pas arrêté de me faire piquer par ça ces dernières nuits, c'est terrible. Mais vous inquiétez pas, je les ai toutes sauf une, sauf un, pardon, je dis une parce que c'était femelle. J'ai tout éradiqué, sauf un moustique qui a réussi à échapper à ma vigilance. Donc normalement, je lui fais son compte ce soir. Vous inquiétez pas. Oh, Bon, alors là, Alexandre, là, je suis admiratif. Hein. Vous savez reconnaître un moustique mâle d'un moustique femelle? Oui, tout à fait. Bah, en fait, déjà, dans la plupart des animaux, la plupart des insectes, très souvent, les femelles sont beaucoup plus gros que les mâles. Donc, on fait facilement la différence. Et surtout, il y a une donnée très importante, les mâles ne piquent pas. Ah bon? Donc, si je me fais piquer, c'est forcément des femelles. Oui, tout à fait, Alban. D'accord, d'accord. Les mâles moustiques sont d'ailleurs pollinisateurs, si je ne m'abuse. Ils contribuent Ils vont butiner les fleurs. Oui, tout à fait, tout à fait. Bah, il faudrait que je vérifie, mais il me semble qu'effectivement, les moustiques mâles ne piquent pas. Ah, mais je vous fais confiance. Hein. C'est les femelles qui ont besoin de sang à des fins de reproduction. Absolument, absolument. Donc il est assez aisé de faire la distinction entre les deux. Les mâles, ils saoulent pas, quoi. Comme dans la vraie vie, finalement. Pardon. Bah, dans la vraie vie, comme pour les humains, je voulais dire. Oh là 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 là. Tous les abonnés, toutes les abonnées féminines vont partir. Elles vont se désabonner. Mais non, on rigole, on plaisante, bien évidemment. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes entre gens respectueux et honorables. Oui, ça me rejoint bien. Oui. On a fini le thème. Vous savez très bien, d'habitude, c'est 1h15 de thème principal, là, en l'occurrence, il n'y en avait qu'un seul de thème ce soir, et 15 minutes d'actualité. Et peut-être que vous avez vu cette actualité, le RN a eu, a eu une perquisition au sein de son propre siège, le Rassemblement national.
Oui, et oui, et oui. Et oui, parce qu'on pouvait s'attendre à un Rassemblement national qui serait bien traité, qui serait chouchouté par le système, parce qu'on a vu le Rassemblement national quand même, je trouve, beaucoup courber les chines et être très, très, très souriant avec les macronistes, n'est-ce pas, en acceptant de mettre la loi Veil dans la Constitution, en votant pour les prémices de l'euthanasie, c'est-à-dire la fin de vie lors de cas particuliers comme des soins, etc. Enfin, vous savez, on appelle ça déjà des personnes en fin de vie. C'est terrible, c'est terrible. On a vu le Rassemblement national vraiment courber les chines par rapport au système, et le système, visiblement, ne lui rend pas la monnaie. Mon cher Alban Darguin, qu'est-ce que vous diriez à un électeur qui, malheureusement, continue de voter Marine en pensant que Marine va s'opposer à tout ce que le système a fait ces 80 dernières années et va enfin permettre à la France de redevenir la France? D'ailleurs, je dis Marine, mais Jordan Bardella, je l'inclus dans le même lot. Ouais. Alors, Alexandre, vous le savez, je fais de la métapolitique et je ne veux pas faire de politique politicienne. Donc, je suis mal placé pour juger de quoi que ce soit, sauf une chose, c'est que il est tout à fait normal que le pouvoir, et quand je dis le pouvoir, c'est pas le pouvoir actuel, c'est la compromission d'une justice qui est corrompue depuis plus de 50 ans, pratiquement. Je ne sais pas si c'est avec vous qu'on avait eu cette discussion il y a quelques mois, quand j'étais horrifié par l'assassinat de la petite étudiante dans le bois de Boulogne par un immigré, et où j'avais rappelé quand même des éléments relatifs à la justice française qui sont pas des moindres, hein, c'est-à-dire la création du mur des juges, du mur des cons, pardon, par les juges français, par le syndicat de la magistrature, comme si des magistrats pouvaient appartenir à un syndicat. Et je vous parle pas d'hier, hein, c'est ancien déjà. Ce mur de la honte dans lequel figurait notamment, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, j'ai le privilège de l'ancienneté, de ce colonel de l'armée française dont la fille, la petite Lorraine, avait été assassinée et je crois violée dans un métro de Paris. Il y a déjà un certain temps, et où le syndicat de la magistrature avait épinglé la photo de ce père éploré en colonel dans son mur de la honte. Hein. Je pense que les gens ont une mémoire très courte, ils sont dans le temps de l'instant. Or, les faits produisent, pas les faits, les actes produisent toujours les mêmes conséquences et les mêmes faits. On a oublié que un juge ne pouvait pas appartenir à un syndicat. Quand on a créé l'École nationale de la magistrature à Bordeaux, pour faire le pendant de l'ENA, on a sanctuarisé les juges, et les juges ont été élevés au biberon de l'extrême gauche et de la culture révolutionnaire. Faut pas l'oublier. Quand vous allez aujourd'hui au tribunal, vous savez que c'est un coup de dé. C'est un coup de dé. Vous ne savez absolument pas ce qui va advenir. Et pourtant, le droit est le droit, normalement. Mais l'interprétation du droit, et en l'occurrence, et là je reboucle avec l'affaire Le Pen de Marine, je pense que ce jugement est un scandale en lui-même. Et surtout quand on voit comment l'a énoncé la juge qui s'est prononcée. Mais tout va bien. Tout va bien. J'allais dire, allons de Karim dans Scylla dans la descente infernale. En tous les cas, moi, je suis pour l'établissement d'un mur de la honte des juges. Et il faudra y venir. Et j'ai un petit projet là-dessus, et qui se prépare. C'est-à-dire qu'on puisse épingler des juges. Je ne vois pas ce qui nous l'interdirait, et qu'on puisse donner leurs coordonnées, leurs noms, ce qu'ils ont fait et les sentences qu'ils ont rendues sur un certain nombre de sujets, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient sociaux. Et ça me paraît le pendant d'une certaine liberté qu'ils veulent avoir. Voilà. Mais n'oubliez pas non plus d'autres choses, en faisant un peu de métapolitique encore, n'oubliez quand même pas que Soros a fait le tour de l'Europe avant de se retirer avec son fils, George Soros. Vous voyez qui c'est, hein? Ah bah Oui, oui, bien George sûr. Soros Oui. quand même.
Eh bien, il a fait le tour de l'Europe. Et de tous les pays d'Europe, il y a 5 ou 6 ans, ou 7 ans, peut-être plus même, mais je crois pas plus. Et il a été à la Cour de justice des communautés européennes. Et ensuite, il est allé voir tous les plus grands juges de tous les États membres de l'Europe pour leur donner des injonctions très claires sur ce que devait devenir l'Europe et comment elle devait fonctionner en matière de justice. Quand vous savez ça, et si vous vous en souvenez, eh bien, vous savez ce qui est en train de nous arriver. Voilà. Quand un peuple n'a plus de droits et ne peut plus se défendre, il est non plus sur la dictature d'un homme comme notre Caligula de l'Élysée d'aujourd'hui, et c'est un peuple qui devient un peuple esclave par sa justice, par hélas maintenant sa police aussi, qui ne peut plus bouger le petit doigt pratiquement, etc., etc. C'est la décadence, c'est Rome, c'est l'époque de Caligula et Néron. Pour Macron, j'aime bien Caligula plus que Néron. Je l'imagine rentrant de soirée, parce qu'il bringue quand même pas mal, et attachant Brigitte, sa monture, à un arbre de l'Élysée, comme faisait Caligula avec son cheval dont j'ai oublié le nom. Merci. C'est une très belle image que vient de nous donner Alban Darguin. Je renchérirais concernant la question de la magistrature et de leur responsabilité, de la nécessité qu'ils aient à répondre de leurs décisions, de leurs actions. Je me rappelle d'un numéro du magazine de papier de Frontières qui avait fait scandale, qui était paru, je crois, il y a à peu près un an maintenant, qui donnait justement une liste de magistrats, de militants associatifs impliqués dans la question migratoire, et plus particulièrement complices de l'immigration illégale. Et j'avais trouvé ça assez intéressant, et ça rejoint votre idée d'un mur de la honte, de la magistrature, des magistrats qui se sont rendus coupables de forfaiture. Il y a le délit de forfaiture, rappelons-le, existait sous la Troisième République, et les juges ont bien entendu fait pression pour qu'il soit aboli, et il est sans doute nécessaire qu'il revienne afin de s'assurer que le juge, conformément à l'ordonnancement juridique français, soit bien la bouche de la loi et non son interprète, comme c'est le cas aux États-Unis. Ou bien alors on change de système, auquel cas les juges sont des magistrats, sont des représentants élus, comme les commissaires et comme les maires. Mais ça, c'est un autre sujet. Merci beaucoup Alban et Victor. Victor, c'est bien parce qu'effectivement, Alban, on a le métapoliticien Alban Darguin et le politicien Victor Jean de la Girardette. C'est magnifique, c'est complémentaire comme ça. C'est bien. J'avais envie de vous parler, vous savez, de Macron et de Starmer. Je vais vous lire le communiqué de presse. Macron à Londres, l'errance d'un président impopulaire chez ses clones mondialistes. Thomas Joly a fait un communiqué de presse pertinent là-dessus. Je vais donc vous le lire. Emmanuel Macron s'est envolé encore une fois pour l'étranger. Cette fois-ci, direction Londres, avec l'ambition affichée de réchauffer les relations franco-britanniques. Mais qui est encore dupe? Qui est encore dupe? Derrière les sourires figés et les poignées de main molles, c'est un théâtre d'ombre qui se joue. Car Macron, comme à son habitude, fuit. Il fuit la colère populaire qui gronde en France. Il fuit la réalité. Il va chercher à l'étranger un semblant de légitimité, une stature de chef d'État qu'il a perdue chez lui. Mais quel est donc ce Royaume-Uni qu'il vient courtiser? Une Grande-Bretagne désormais entre les mains de Keir Starmer, un socialiste cosmétique, un technocrate sans vision, sans verbe, sans colonne vertébrale, autrement dit, le double parfait de Macron. Même obsession pour l'Ukraine, même laxisme sur l'immigration, même déconnexion totale avec les peuples qu'il prétend représenter. Et pour couronner ce tableau de décadence, c'est Charles III, le roi sans règne, qui reçoit notre président. Charles, incarnation parfaite de ce progressisme mou qui mine nos civilisations européennes. Un roi woke, écolo-bobo, qui fait plus de conférences sur le climat que d'efforts pour défendre l'héritage de son pays. Alors oui, cette rencontre a un sens, celui de la décadence européenne. Deux dirigeants impopulaires, coupés de leur peuple,
qui s'autocongratulent dans les salons dorés pendant que leurs nations se désagrègent. L'un et l'autre s'acharnent à ouvrir toujours plus les frontières, à sacrifier la souveraineté nationale, à dilapider l'héritage des siècles. Il est temps que Français et Britanniques se réveillent. Il est plus que temps que ces apparatchiks mondialistes, aussi lisses qu'inefficaces, soient balayés par la volonté populaire. C'était les mots de Thomas Joly, président du Parti de la France. Et du coup, oui, moi, je sais que vous êtes métapoliticien, Alban Darguin, mais vous souscrivez, je pense, à ce que dit Thomas Joly. Parfaitement. Parfaitement. Eh ben, formidable, formidable. Victor, si vous voulez rajouter quelque chose sur la situation peut-être en Angleterre, Tommy Robinson, c'est vrai, en Angleterre, j'ai l'impression que c'est pire qu'en France. Hein. L'Angleterre est particulièrement répressive contre les mouvements de notre tendance. C'est un fait qui est établi depuis une vingtaine d'années. La jurisprudence Tommy Robinson est une des plus anciennes en Europe d'ailleurs. Hein. Ça a été un des premiers nationalistes condamnés pour délit d'opinion sur les questions migratoires et notamment vis-à-vis de l'islam. Donc oui, à bien des égards, je pense que la situation au Royaume-Uni est pire que la nôtre. Déjà, sécuritairement, c'est affreux, et au-delà de ça, judiciairement, les mouvements comme l'est le PDF, les équivalents britanniques du PDF sont persécutés. Le bipartisme britannique est tellement sacré qu'il est absolument exclu de laisser la moindre chance à des partis hors système d'émerger, donc il y a une répression féroce. Donc à ce niveau-là, moi je disais que la situation pouvait toujours être pire tout à l'heure. Je pense que ce n'est pas péremptoire d'affirmer que notre situation à nous, en France, pour des gens de notre tendance, est moins pire qu'elle ne l'est outre-Manche. Donc oui, la famille royale britannique porte cette responsabilité d'être complice de ces déboires, là où on attendrait plutôt d'elle qu'elle représente l'Angleterre éternelle. Je comprends les mots particulièrement durs de Thomas Joly vis-à-vis du roi Charles, Charlie les grandes feuilles, comme il était surnommé pendant assez longtemps. On ne s'attendait pas à ce qu'il arrive au pouvoir un jour, ça a dû lui faire... Il avait dû être résolu à l'idée que sa mère finirait par l'enterrer, ça a dû sûrement le surprendre. Mais c'est voilà, on a Macron qui sait que tout ce qui lui reste pour sauver les apparences, c'est de faire des visites d'État avec des visites diplomatiques avec des chefs d'État amis pour garder un semblant de légitimité alors qu'il est détesté en France. Enfin, c'est pas grand chose de plus à dire, non. Il y a la nécessité d'un affouérisme pour cette classe politique qui cultive qui se repaît de la décomposition de nos États-nations européens. Puis-je ajouter quelque chose? Mais vous avez parfaitement le droit d'ajouter tout ce que vous voulez, Albert. Ce que je voulais dire, c'est que dans l'affaire Tommy Robinson, c'est un scandale qui est caché à l'opinion française. Et en plus de ça, on essaye d'interdire qu'en France, on apprenne quelque chose sur ce véritable scandale, qui est un scandale qui n'est pas anglais. C'est un scandale en Angleterre qui a pris des proportions colossales. Je ne sais pas si tous nos auditeurs ont bien conscience de ce qui s'est passé, c'est-à-dire des communautés de Pakistanais qui ont violé des centaines et des centaines de jeunes filles et de jeunes femmes en Angleterre avant que quelqu'un ne tire la sonnette d'alarme en disant mais notre pays est devenu fou, notre pays, l'Angleterre, est devenu fou. Et cet homme est courageux, il est en prison aujourd'hui, c'est un véritable scandale. Il y a un film qui circule un peu partout en France et les gens qui le regardent et qui l'entendent sont dans des situations de découverte de ce scandale épouvantable et que derrière tout ça, il y a une omerta quasi européenne sur ce qui s'est passé en Angleterre et ce viol par milliers de femmes et de jeunes filles anglaises excusez-moi d'être un abominable Cassandre, continuons comme ça, cette omerta qui touche la France avec notamment le film Silenced de mémoire, qui est projeté dans des salles un peu partout
mais sur lesquels la police et les pouvoirs publics essayent d'interdire la projection du film, c'est un autre scandale, et ça c'est un scandale français. Eh bien, nous courons à la même, au même avenir que les Anglais et que ces pauvres Anglaises qui ont dû subir 1000 morts. Voilà, c'est la décadence à l'état pur, et une décadence qui est aussi une complicité des États mous et des États décadents comme l'État français. Il y a malheureusement d'autres sujets qui ont été passés à la trappe, victimes d'omerta par les médias français. On pourrait parler aussi du génocide des Sud-Africains blancs, Oui. qui n'a jamais fait 2 lignes de colonnes de faits divers dans un journal francophone lu, de grands tirages. Donc oui, là aussi, il y a une complicité par le silence des pouvoirs publics, sans doute aussi pour ne pas vexer ou provoquer d'incidents diplomatiques, hein, car les pouvoirs publics britanniques ont commencé la danse en taisant cette affaire, puis ensuite, pour ne pas se dédire, lorsque ça a pris beaucoup d'ampleur, ont mis en prison Tommy Robinson. C'est une fuite en avant permanente, si vous voulez. Il y a des décisions qui sont prises à un moment donné, et en politique, on ne peut jamais se dédire, ce n'est pas possible. Il vaut mieux se damner et aller jusqu'au bout de l'ignominie pour masquer ses traces et être dans le déni jusqu'au bout, plutôt que d'admettre qu'on a fait un truc aussi dégueulasse que de taire des agissements pareils. Donc, ils ont commencé par ne pas en parler, puis lorsqu'il est devenu inévitable que ça devienne un sujet public, ils ont mis en prison Tommy Robinson. De la même façon, en Afrique du Sud, ça a été un non-sujet pendant très longtemps, et Trump a enfin crevé l'abcès sur ce sujet-là, avec les conséquences diplomatiques que l'on sait. Donc, c'est une mécanique qui est logique, qui suit un cheminement logique, bien qu'effroyable, et qui n'est enrayable qu'à la condition d'un affouérisme radical de la classe politique. On ne peut pas se passer d'un projet politique, croire que simplement par de la pression sur le pouvoir en place, les choses changeront. Il est nécessaire que ces gens soient dégagés du pouvoir, soient marginalisés et remplacés par des gens qui défendront la vérité et les intérêts de la France et des Français, des Britanniques et du Royaume-Uni, ou de ce qui reste de Sud-Africains blancs en Afrique du Sud. Ça, c'est évident. Totalement évident, mon cher Victor. Alors vous savez quoi? Est-ce que votre maison est trop grande? Alors pourquoi je vous pose cette question? Non pas parce que j'ai envie de venir, voilà, m'incruster chez vous. Non, pas du tout. Je vous pose la question parce qu'il y a une actualité autour de ce sujet. Votre maison est-elle trop grande? C'est un communiqué qui nous est proposé par Thomas Joly, président du Parti de la France, qui nous parle de quelque chose moi je trouve ça scandaleux, mais je vais vous lire cet article, c'est incroyable. L'INSEE, qui a été inventé, je crois, d'ailleurs par le maréchal Pétain, l'INSEE vient de publier une étude recensant les logements sous-occupés en France, c'est-à-dire trop grands pour ceux qui y vivent selon ses propres critères. C'est le rêve humide des technocrates de Bercy et des Khmers verts de la planification écologique. Sticker chaque mètre carré, chaque chambre inoccupée, chaque espace vital un peu trop large aux yeux de leur dogme collectiviste. Voilà donc l'ogre bureaucratique qui s'invite dans nos foyers pour compter les pièces, mesurer les mètres et juger. Depuis les couloirs feutrés de la technostructure, si nous vivons de manière trop confortable selon eux. On nous dit que c'est pour optimiser l'usage du parc immobilier. En novlangue, ça signifie rançonner les classes moyennes avec un nouvel impôt sur la sous-occupation pour mieux financer leur grande lubie, l'accueil sans fin de l'immigration. Car oui, ne soyons pas naïfs, derrière le vernis écologique et humaniste, il s'agit bien d'organiser le grand remplacement foncier. Après la voiture, la viande, la cheminée, voilà maintenant que le salon trop vide devient suspect. Le propriétaire devient coupable et bientôt, pourquoi pas, contraint d'ouvrir sa porte, sous peine d'amende ou de honte médiatique, à la nouvelle France importée. Une chambre d'amis? Quelle indécence! Une pièce vide? Une trahison républicaine. Ce qu'ils veulent, c'est la fin de la propriété privée.
C'est ce dont ils rêvent, et c'est d'une société finalement à la chinoise, où tout le monde vit dans un 18 mètres carrés, surveillé, taxé, culpabilisé. L'écologie punitive comme cheval de Troie d'un néocommunisme progressiste, mais qu'on se rassure, leurs palaces, leurs résidences secondaires, leurs duplex parisiens, eux, ne seront pas concernés. Ah oui, vous avez vu, hein, c'est quand même assez violent de voir si vos logements ne sont pas assez sous-occupés. C'est un peu c'est la nouvelle tendance, comme l'a dit très très bien Thomas Joly. Alban Darguin sous couvert d'écologie. Eh oui, jusqu'où iront-ils, excusez-moi, jusqu'où iront-ils? Je ne sais pas si c'est un sujet écologique. Je ne vois pas le rapport. C'est un sujet très simple, c'est celui de la fin de la propriété privée, qui est le rêve des communistes depuis, on le sait, depuis Lénine, euh, voire Marx, et l'incursion de l'État, non pas providence, c'est le contraire, de l'État totalitaire partout, dans nos foyers, pour nous tracer à tout moment avec ces fonctionnaires qui sont pléthores. C'est une annexe que je vais dire, mais si on regarde l'état de la fonction publique étatique tout, tout entière et que on voulait prendre l'État comme une entreprise, ce qu'il n'est pas, hein, je suis bien d'accord, eh bien, on dirait que c'est le modèle parfait de la société en faillite, économiquement et managérialement parlant aussi, et que l'État, au lieu de s'occuper de rentrer chez nous partout, dans les hôpitaux, dans les cliniques, chez les avocats, chez les entreprises, chez les artisans, partout, 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 pour que nous soyons tracés, suivis, etc., etc., eh bien, cet État-là, il ferait mieux de se regarder le nombril comme avait dit je sais plus qui, dégraisser le mammouth. Bon, je crois que c'était Allègre qui disait ça quand il était ministre de l'Éducation nationale. Il n'a rien dégraissé du tout d'ailleurs, mais il avait de bons sentiments quand même. Commençons par là. Moi, je vous remets l'État sur pied en moins de 5 ans, au risque de vous scandaliser. Dégraisser l'éducation nationale, dégraisser le ministère des Finances, dégraisser l'aménagement du territoire, dégraisser tout. Il y a tout à faire. Nous sommes dans Même l'Union soviétique n'a pas connu ça dans ces moments pré-décadence. Elle n'a pas connu cette bureaucratie idiote qui fait feu de tout bois avec toutes les idées que lui permettent en plus l'IA, l'intelligence artificielle, et puis l'informatique, qui devrait faire des gains de productivité phénoménaux. Si on regarde aujourd'hui le nombre de fonctionnaires du ministère des Finances et qu'on regarde comment les entreprises, elles, ont évolué en acceptant les progrès technologiques qu'apporte l'informatique, c'est neutre, hein, ça, l'informatique. Eh bien, on se dirait que le plus mauvais élève de la classe, c'est l'État. Mais l'État, le grand Léviathan moderne, veut toujours garder le contrôle de nous tous, et il le fait sans jamais se remettre en cause. Et Je ouais. me permets de rebondir sur Oui. ce point qui est très intéressant, car vous parlez de nouveaux facteurs de productivité, en l'occurrence l'intelligence artificielle avec les nouveaux avantages que ça implique dans l'informatisation de différents processus au sein de la fonction publique, entre autres. Ce qui est très intéressant, c'est que là aussi, on est rattrapé par une rhétorique écologique à dormir dehors. C'est de dire, oui, mais vous vous rendez compte de l'énergie que ça dépense ? Mais enfin, les mêmes personnes qui militent pour la fin des centrales nucléaires nous disent ensuite qu'il ne faut pas utiliser l'intelligence artificielle parce que ça consomme trop d'électricité. Enfin, c'est un discours qui est régressif en réalité. C'est que à ce compte-là, on va arrêter d'allumer la lumière, on va s'éclairer à la bougie, on va arrêter les voitures. Enfin, ils veulent qu'on reparte au XVIIIe siècle. Enfin, c'est effrayant, quoi. Non, mais les data centers, ça pollue, il faut de l'eau pour refroidir les composants. Bah oui, enfin, c'est normal. Ça demande des ressources et on fait en sorte d'avoir les moyens d'entretenir ça. Ça va dans l'ordre d'une société qui évolue, avance technologiquement. Enfin, quel est le problème, en fait? Je n'ai jamais compris. Le problème, c'est que les écologistes, les Verts, ce sont
ce sont, comment dire, c'est la Ils veulent la tribu. décroissance. C'est la C'est tribu contre la de la plus décroissance. rétrograde, Oui. la tribu la plus rétrograde de la population. Et pas qu'en France, hein. Mais c'est vraiment, ils ont ça dans leur gène. Mais c'est normal, on leur a bourré le mou avec le Club de Rome, la décroissance, la Et dépopulation, oui, etc., etc. mais Ils en en sont fait, imbus. ils Mais sont oui, à peine bien plus sûr. subtils que Bien sûr. Théodore Kaczynski. Alors que Oui, Théodore Kaczynski avait la qualité d'être un peu drôle, une abombeur, il fabriquait des bombes qu'il envoyait des sociétés d'informatique. C'était ouais. un gentil dingue qui écrivait bien, il faut le reconnaître. Oui. Mais en fait, leur finalité est exactement la même. C'est de l'anarcho-primitivisme Mhm. enrobé dans un discours de marxisant. C'est Mhm. ridicule. Ouais. Bah, pour le reste, pour ce qui est Écoutez, oui, de allez. l'énergie, juste, puisque le sujet a été abordé en 2 secondes, sur le plan de l'énergie, l'effarement devrait prendre tous les Français, mais on n'y reviendra pas, je ne fais qu'effleurer le sujet là, même si je le connais bien, l'effarement des Français qui devraient comprendre leurs rivages qui sont dévastés par les éoliennes de grande hauteur, les centrales nucléaires qui sont en réduction depuis Fessenheim, et c'était Hollande, ça, etc., etc., alors que nous avions un avantage considérable de souveraineté énergétique qu'on est en train de perdre. Et si vous ne le saviez pas, je vous l'apprendrai, mais je pense que maintenant ça commence à se savoir, l'État français, Macron, a pris l'engagement que nos centrales hydroélectriques seront privatisées et ouvertes à des capitaux privés, alors qu'elles sont d'État et qu'elles ont un rôle très important dans la fabrication de notre électricité. C'est un scandale de plus et c'est l'Europe qui l'impose à la France. Et bien sûr, le petit doigt sur la couture du pantalon, notre mondialiste de service dont j'ai parlé, l'invertébré gazeux, a dit c'est comme ça que ça se passera et pas autrement. Voilà. Merci beaucoup, cher camarade. Merci beaucoup, cher camarade. Alors oui, alors moi je ne connaissais pas la seconde, mais il y a Amel Ben. Vous savez, Amel Ben, c'était la chanteuse qui chantait Viser la lune, ça me fait pas peur. Hum, Et Camélia Jordana, que je ne connaissais pas. Les deux revendiquent fièrement leur nationalité algérienne. On a Amel Bent qui nous dit dans une vidéo, je hum, suis algérienne officiellement depuis quelques mois. Elle en est extrêmement fière. Et on a Camélia Jordana qui évoque son grand-père, qui hum. était l'un des responsables du FLN. Et elle réagit en disant, c'est la classe quand tu es d'origine DZ. Aïe. Ce qui est Eh pratique, ben, c'est que ouais. finalement, oui, C'est que l'Algérie est plus. J'allais dire que l'Algérie est beaucoup plus proche, si vous voulez, de la France que la Lune. Donc ce sera plus facile, si vous voulez, de l'expulser, vu qu'elle a la ouais. nationalité maintenant. C'est pratique, très pratique. Et viser l'Algérie, ça nous fait pas peur. Ah si, en fait, parce que c'est moins vivable que la Lune, finalement. Bah, écoutez, moi, je vais vous répondre d'une autre façon qui va vous sidérer, mais moi, je m'enorgueillis d'avoir un grand-père, mon grand-père maternel, qui est né à Blida, en Algérie. Ah oui, il était pied noir, n'est-ce pas? Pas du tout. Ah d'accord, ok. Euh... Bah, je vais en parler à Thomas Joly. Non, Ouais. je plaisante. Je plaisante, Alban. Je plaisante. Non, non, son père qui était général de division, était à l'époque en caserne de Blida. Ah, mais c'est un soldat. Exactement. Ah, mais ça va. Ah, mais ça, j'avais peur. Et oui, Bah, j'avais peur. il est né à Blida. Ça, oui, mais dans ces circonstances, ça va. Attention, attention, nous condamnons fermement le racisme. Attention, le racisme, c'est mal. C'est 2 ans de prison, 45 000 euros d'amende, on le rappelle. Et le racisme, c'est pas gentil. Voilà. Et il y a quel rapport avec le racisme? Mais parce que je lui ai dit, oula, j'ai peur, j'ai cru que vous étiez d'origine algérienne, c'est pour ça que je dis ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Oui, Ah c'est par non, rapport à mes propos, pas aux vôtres. oui, oui, parce que là, je comprenais plus. Mais non. Allez, courage, courage.
Courage, courage. Et oui, il nous reste 2 actualités. On a des députés du Rassemblement national qui sont à l'origine d'une proposition de loi pour pénaliser les propos jugés anti-républicains. Victor Jean de la Gillardet, jusqu'où ira le RN pour avoir les bonnes faveurs qu'ils n'auront jamais du système? Eh bien, visiblement, il aimerait aller encore plus loin, mais ça ne suffit pas, puisqu'il est victime de perquisitions à domicile. Je ne sais pas, je pense qu'ils vont finir peut-être par intégrer que leurs courbettes face au pouvoir ne les protégeront de toute façon pas. Et peut-être, qui sait, vont-ils redevenir un petit peu agressifs et critiques du pouvoir. C'est amusant parce que le RN, ça fonctionne de façon cyclique. C'est en fonction des affaires judiciaires qu'a Marine Le Pen, elle devient soit très critique, limite ordurière contre le pouvoir en place, et on se retrouve un peu à l'apprécier, soit d'une complaisance effarante. C'est quand son siège était menacé dernièrement, elle était devenue... je vais pas dire sur la ligne du PDF, mais c'était audible, quoi. Elle critiquait Macron de façon constructive, enfin, de façon politicienne, comme il fallait le faire. Donc, je ne sais pas, je suis assez indifférent à ce qui se passe dans ce parti, qui de toute façon a prouvé à maintes reprises qu'il n'était pas sérieux dans sa démarche, qu'il ne cherchait pas à prendre le pouvoir, mais plutôt à entretenir le niveau de vie d'une petite caste d'amis plus ou moins proches de Marine Le Pen, qui a marginalisé des gens compétents et sérieux qui portaient des projets qui auraient pu augmenter le niveau, qui auraient pu un peu rehausser le niveau, comme je pense notamment au campus Semera qui visait à donner une formation au cadre du Rassemblement national, qui a été complètement tué dans l'œuf, pour parler d'une actualité assez récente, parce que ça c'est un projet qui a été avorté en janvier 2024, je crois. Je pense à divers serpents de mer internes à ce parti, qui ont été... oui, vous voulez enchérir là-dessus, Alban? Allô? Oui, allô. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, j'ai été dérangé, à dire vrai. Ah, je vous en prie. Donc, Victor, vous n'avez pas été dérangé par des nuisibles. Je poursuis. Donc, oui, il y a eu la question de cette école de formation qui a été abandonnée. Je me répète là-dessus, mais il y avait la question du niveau des candidats aux dernières législatives qui était abyssal. D'ailleurs, on s'en ressent. Enfin, il y a un problème j'en parlais dans mon entretien d'ailleurs que nous avons tourné récemment, mon cher Alexandre. Il y a un problème dans la philosophie et la vision à moyen terme de ce parti, si tant est qu'ils en aient une, c'est qu'ils continuent, ils n'ont toujours pas opéré leur mue en instrument politique, en parti potentiel de gouvernement, et ne contribuent de ce fait pas du tout à crédibiliser nos idées ou celles de la droite nationale, et conforte une partie de l'opinion, c'est-à-dire les catégories moyennes supérieures, dans l'idée que la droite nationale française est par essence irresponsable et incompétente, ce qui est particulièrement criminel. Donc je ne verserai pas de larmes sur le sort du RN, et à dire vrai, je pense qu'il serait temps que ce parti et que cette famille laissent un peu sa place à d'autres mouvements. Ouais. Bon, bah oui. On m'opposera là-dessus, on m'opposera que la structure que je représente, le Parti de la France, ne représente pas grand-chose, et que de ce fait, la comparaison ne tient pas. Mais bon, je vous rappelle que nous ne bénéficions d'aucune subvention publique. Nous ne sommes pas des professionnels de la politique, nous avons tous des professions à côté. Je peux vous le dire, je pense ne pas prendre de risque en disant cela, que si demain nous avions le 10e de ce que touche annuellement le Rassemblement national, vous entendriez parler de nous tous les jours. Et on ne serait pas là uniquement pour manœuvrer en fonction des intérêts de Marine Le Pen. On ferait de la politique. On critiquerait concrètement les actions du gouvernement, on avancerait. Enfin, si nous avions... Donnez-nous une dizaine de députés, on refait ce que faisait Le Pen entre 86 et 88 à l'Assemblée nationale en pire. Là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté de notre côté. On sait ce qu'on veut et on est prêt à l'obtenir. Maintenant, il faut juste que les astres s'alignent. Ok. Merci beaucoup, Victor Jean de la Gillardet, pour votre bonne réponse. Écoutez, dernière actualité, et après je pourrais vous libérer, messieurs.
Dernière actualité, c'est un communiqué de presse, encore une fois, de Thomas Joly, président du Parti de la France, que je vais lire par rapport à, vous savez, Édouard Philippe, Buzyn, Véran, qui ont eu un non-lieu pour... on rappelle que c'est des complices, ce sont des complices de la tyrannie sanitaire, et ils ont eu un non-lieu. Je vais vous lire le communiqué de presse de Thomas Joly, président du Parti de la France. La commission d'instruction de la Cour de justice de la République a tranché. Non-lieu pour Édouard Philippe. Après Buzyn et Olivier Véran, une décision attendue, presque prévisible, mais ce n'est pas là que réside le scandale. Le scandale, c'est qu'ils n'étaient pas poursuivis pour les bons motifs. On les accuse de ne pas avoir fait assez, de ne pas avoir combattu le sinistre avec assez de vigueur. Quelle blague! En réalité, leur crime, c'est d'en avoir fait bien trop. Ces gens-là ont menti aux Français dès le début. Ils ont brandi les courbes, des modèles, des prédictions apocalyptiques pour instiller la peur. Ils ont fait passer un virus, certes contagieux, mais bénin pour l'immense majorité de la population, pour la peste noire ou la grippe espagnole. Ils ont confiné un peuple tout entier, fermé les écoles, détruit des vies, interdit les visites aux mourants, séparé les familles au nom d'une science qu'ils ont instrumentalisée. Ils ont violé nos libertés les plus fondamentales. Nous avons vécu pendant 2 ans sous un régime de surveillance quasi totalitaire. Attestation, couvre-feu, passe sanitaire. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont imposé, presque sous la contrainte, un vaccin expérimental à des millions de citoyens, en dissimulant les effets secondaires, en réduisant au silence toute voix dissidente. Et aujourd'hui, non-lieu. Circuler, il n'y a rien à voir. Si la justice fonctionnait vraiment, ces trois-là auraient à répondre non pas de leur prétendue inaction, mais de leur tyrannie sanitaire, de leur mensonge d'État, de la destruction de l'économie nationale et surtout de la trahison du peuple français. C'est le communiqué de presse de Thomas Joly, président du Parti de la France. C'est vrai que cette période Covid, confinement, etc., c'était moche. Hein. Alban Darguin, vous pensez qu'on pourrait aller aussi loin de nouveau dans la dictature presque, j'ai envie de dire, dictature écologique? Vous pensez qu'il y aurait peut-être un pass écologique un jour? Vous pensez que, je sais que vous n'êtes pas dans leur tête, bien évidemment, mais on a vu qu'ils étaient capables d'aller aussi loin. L'écologie pourrait être un prétexte? Ouais, bien sûr. Non, mais la question du Covid, d'abord, il faut la réduire à ce qu'elle est. Le Covid, c'est une affaire qui a été préparée. Tous les 50 ans, et ça, je ne le trouve nulle part, à part dans quelques communiqués que j'ai fait en son temps, mais j'ai pas l'impression de l'avoir vu ailleurs. Tous les 50 ans, il y a toujours le cycle de 50 ans des grippes qui deviennent beaucoup plus virulentes et qui sont beaucoup plus fortes que les autres. Vous avez eu la grippe asiatique qui a suivi la guerre de 14, c'est-à-dire 1919. 50 ans après, en 1969, vous avez la grippe de Hong Kong. Et 50 ans après, vous avez ce que j'appelle moi la grippe de Wuhan, c'est-à-dire ce qu'ils ont appelé la Covid-19. Ça fait beaucoup plus sérieux et ça fait beaucoup plus peur. Voilà. Donc, ces grippes, je pense qu'elles ont entraîné des morts qui, un jour, devront être, si ce n'est vengées, au moins réparées pour les familles. Parce que, et j'en connais des gens dans mon entourage, dont des personnes âgées qui ont été hospitalisées d'urgence, qui ont été mis sous masque, etc., et qui en fait, qu'on a laissé crever. Je n'ai pas peur de ce mot, qu'on a laissé crever au nom de l'embouteillage des hôpitaux, etc., et de ce confinement ridicule dans lequel, figurez-vous, vous avez vu des gens dans des plages. Je vais prendre une ville par exemple, c'est les Sables d'Olonne, qui est en Vendée, où il y a une immense plage magnifique. Eh bien, vous aviez des panneaux partout sur la promenade, c'est comme la promenade des Anglais à Nice, hein, sur la grande promenade des Sables d'Olonne, où il était marqué « Interdiction de se promener sur la plage sans masque ». C'est ridicule. On parlait avant du réchauffement climatique et du CO2. Quand vous imposez à des gens d'avoir un masque partout, dans la voiture, dehors, et alors, comble du bonheur, quand vous avez l'air marin, etc., à la plage, dans une plage en plein hiver, hein, quand on se promène
si on veut se promener sur une place d'hiver, ça fait beaucoup de bien. Eh bien, on les obligeait à avoir un masque. Et c'était le meilleur moyen de leur faire respirer le propre CO2 que nous expirons, nous, naturellement, tous les jours et à toute seconde, quand nous respirons. Voilà. Donc, on a atteint un sommet, mais j'allais dire, ce sommet, il y avait des gens qui savaient très bien de quoi il s'agissait, puisque vous prenez Jacques Attali, 1 an et demi avant, je crois que c'est 1 an et demi ou 2 ans avant, il avait dit, de toute façon, il va arriver une très grosse épidémie, et cette épidémie sera terrible et elle va faire des millions de morts dans le monde et en France, etc. Il avait prévenu. Et je pense que Jacques Attali, qui est pas idiot, il avait comme moi regardé que tous les 50 ans, il y avait une grippe d'intensité beaucoup plus forte. Voilà. Donc tout ça est un coup monté qui a permis de créer des vaccins. Moi, je suis un admirateur du professeur Perron, qui, vous savez, est celui qui a découvert c'est un vaccin, je crois, ou plutôt un vrai vaccin, celui-là, ou un moyen de sauver les personnes qui sont atteintes de la maladie de Lyme. C'est un professeur, un très grand professeur français, comme le professeur Raoux, qui a été à Marseille, qui a été vilipendé, etc. On s'est moqué de nous. Et c'est une grande répétition de ce que pourrait être demain une nouvelle épidémie préfabriquée pour asseoir définitivement la dictature où on fait faire aux gens n'importe quoi, et ils sont crédibles et ils acceptent. Aujourd'hui, si les Français ne se rebellent pas, et j'espère que le Parti de la France, et j'en suis sûr, fait partie de ceux qui vont les faire se rebeller, on a des gens autour de nous qui sont prêts à n'importe quelle dictature. Voilà. Désolé, bien sûr, nous désolé serons si j'ai là. choqué des personnes. Ce sont des utopistes, donc ce sont nécessairement des tyrans, pour reprendre tout à fait. une formule. Donc les écologistes, par essence, sont des tyrans en puissance. Donc. Mais c'est pas que les écologistes, quand même, hein, en l'occurrence. Parce que sur le Covid, c'est pas les beaucoup écologistes d'autres. qui ont été... Beaucoup d'autres, oui, des mondialistes, ceux qui souhaitent un monde nouveau. Il faut relire Aldous Huxley, pour ceux qui ne le connaissent pas, Le meilleur des mondes. Il y a eu de nombreuses percées de ce côté-là de la part de nos élites qui essayent d'instaurer un nouvel ordre mondial, pour reprendre la phrase chère à George Bush. Mais bon. Ou Orwell. Orwell aussi. Après Orwell, c'est différent, car c'est un auteur qui est plus dans une analyse du totalitarisme sur le plan fonctionnel plutôt que sur les... C'est quelqu'un qui avait bien compris les totalitarismes de son époque, mais qui pour moi a moins bien vieilli qu'Aldous Huxley, parce qu'il n'est pas du tout politique en réalité, Orwell. Huxley est plus pertinent si on se projette dans une vision politique. Puis les totalitarismes orwelliens n'ont pas survécu à la fin de l'URSS en réalité. C'est quelque chose de beaucoup plus insidieux et moins franc que des régimes comme celui de 1984 ou de la ferme des animaux, par exemple. Merci beaucoup, chers camarades, merci beaucoup Alban d'Arquin, merci beaucoup Victor Jean de la Gilardet. Nous avons très bien traité le sujet, je pense. Est-ce que nous sommes dans un été ou dans une canicule? Vous avez bien compris les réponses apportées par les différents intervenants. Nous avons également traité l'actualité de la semaine. Ahmed Bet est fière d'être algérienne, c'est trop bien, parce qu'elle va pouvoir, j'espère, vivre sa fierté. Donc ça, c'est quand même super. C'est quand même une bonne nouvelle. On est très content pour elle, bien évidemment. Et si vous aussi vous êtes content pour elle, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo, à commenter de la vidéo, dites ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à faire des propositions de thèmes. Alban d'Arquin, évidemment, il y aura les liens de ses livres dans la description. Donc je vous invite à vous intéresser à son travail qui est très très intéressant. Et évidemment. Qu'avez-vous dit, excusez-moi, Alban? C'est dit, et à ceux à venir. Et à ceux à venir, évidemment, il y en aura d'autres. Et on sera là pour vous, pour faire la promotion, évidemment. Évidemment. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Forum du Parti de la France. Normalement, ce sera consacré au métal, on verra. J'attends les réponses des invités. Et en tout cas, lundi soir 20h, vous avez le PDF en direct, épisode 4,
Donc vous pouvez poser vos questions en direct et j'y répondrai en direct. C'est formidable, le direct. Et enfin, dimanche, rendez-vous pour une autre émission. Je ne sais pas laquelle. Sûrement Faf and Curious. Peut-être le Faf and Curious de Jason. Peut-être. Je vous invite à découvrir ça. Allez, abonnez-vous, suivez-nous sur tous les réseaux et surtout, prenez soin de vous. Merci Alexandre. Au revoir Victor. Au revoir.